comment l'intelligence artificielle peut-elle m'aider à construire des ressources pédagogiques, sachant qu'on va voir comment on va procéder à l'élaboration de ressources pédagogiques, mais à l'élaboration d'autres ressources potentielles aussi, à savoir une image, une vidéo, un son. On peut l'utiliser de manière pédagogique ou pas en fonction de sa propre discipline. Je vais dire, il faudra mesurer les plus-values ou non de telle ou telle ressource qui pourrait être générée par l'IA. Alors, juste avant de commencer, pour les personnes qui ont l'habitude finalement, si vous assistez à la deuxième rencontre ici, je fais un petit topo sur finalement comment on a la possibilité finalement de vous proposer ce genre de webinaire et de formation. C'est grâce au projet Comet qui est lui-même cofinancé par l'Union européenne. Alors, Comet, c'est quoi? C'est la communauté des hautes écoles technopédagogiques qui comprend 14 hautes écoles partenaires. Au sein de chaque haute école, il y a une personne relais qui est désignée. Son rôle est d'assurer la jonction entre le projet Comet et vous, enseignants de haute école, notamment en organisant ce genre d'événements et en participant aussi à la mise en réseau des enseignants de chacune de vos hautes écoles. Alors, on propose des formations et des webinaires à destination essentiellement des enseignants de haute école. Et donc, comme je vous le disais, le projet Comet est cofinancé par le Fonds social européen, qui est un organe de l'Union européenne. Et c'est pour ça que ce genre d'événement vous est proposé gratuitement. Voilà pour la petite parenthèse explicative qui nous amène ici. J'en viens maintenant au menu de cette séance. Parce qu'il est 17 heures, on va bientôt manger finalement, donc ça me semblait sympathique de parler de menu aujourd'hui. À savoir qu'on va commencer par la découverte, découvrir la multiplicité des outils d'IA qui permettent la création de ressources pédagogiques. Donc vous allez voir qu'il y a pas mal d'outils qui vont vous être présentés. Pourquoi pas mal de ces outils? Parce que ça va être intéressant de pouvoir comparer ce que certains permettent et d'autres ne permettent pas. Et de comparer alors ce que l'un génère par rapport à un autre qui va faire le même boulot, mais avec un peu moins de puissance derrière, ou avec un petit peu plus de puissance. Donc, fonction de ces outils, vous ferez votre propre sélection finalement par rapport à ce que vous avez besoin. Donc, ça va être essentiellement de la découverte d'outils pour ensuite créer des ressources. Alors, on va peut-être pas forcément créer toutes les ressources en direct. Il y a une simple raison qui se trame derrière. Générer une vidéo demande un peu plus de temps et donc à chaque fois que je demanderais de générer une vidéo, eh bien, on perdrait 3-4 minutes au niveau du webinaire. Donc, j'ai déjà préparé quelques vidéos en amont pour cette partie-là et je vais vous montrer alors les résultats et comment je m'y suis pris alors pour les générer. Mais par contre, pour le reste, n'hésitez pas à utiliser le chat lorsque je vous demanderai si vous avez l'envie de voir apparaître une ressource consacrée à vos besoins spécifiques ou votre thématique ou quelque chose que vous aurez envie de voir apparaître via les outils que je vais vous montrer. Et donc finalement, ce sera ponctué à la fois par des démonstrations et des discussions entre les différentes étapes que je vous propose. Donc, on va voir différents outils qui permettent différentes choses et on va pouvoir en discuter. Donc, il ne faut pas hésiter à lever la main et d'avoir différentes interactions, que ce soit via le chat ou directement avec votre voix. Voilà. Est-ce que le menu du jour vous convient? Si ça vous convient, vous pouvez lever le pouce. C'est fantastique. Fantastique. Ok, c'est que ça fonctionne. Je continue. Avant de se lancer finalement dans le bain, je tiens juste à faire un petit rappel ou à vous informer que l'IAG, donc l'IA générative, c'est une composante de l'IA générale, finalement. Donc, je vais vous montrer à quoi ça ressemblerait par rapport à une définition que je vous propose ici. Donc, l'IA générative, IAG, c'est un système informatique qui utilise des modèles d'intelligence artificielle probabilistes pour générer automatiquement des contenus variés. Texte, images, voix, musique, vidéo, présentation, etc. en réponse à une requête faite par une personne utilisatrice. Alors, pour les personnes qui ont participé au premier webinaire, je ne vais pas revenir forcément sur la définition qui vous a été proposée la dernière fois de l'intelligence artificielle au sens large et son fonctionnement. Sachez que l'IA générative, ça fonctionne selon les mêmes ingrédients. Il faut un prompt, une requête. Ça va nous permettre de générer, non pas ici du texte spécialement, mais des images, de la voix, de la musique, des présentations, tout ce qui englobe finalement les ressources pédagogiques au sens large, qui sont potentiellement directement utilisables en classe.
Pour résumer, l'intelligence artificielle générative est un sous-ensemble de l'IA axé sur la création ou la génération de nouveaux contenus plutôt que de s'arrêter à l'analyse ou le traitement de données existantes. Voilà, je vous promets, je ne vais pas aller plus loin en termes de définition technique qui se trame derrière tout ça. Je vous propose directement d'aller dans le vif du sujet avec une amorce quand même pour les personnes qui n'étaient pas présentes lors du premier webinaire sur l'art du prompt efficace. Alors, le prompt, c'est une requête, c'est une demande qu'on va formuler en tant qu'utilisateur à des systèmes d'intelligence artificielle pour obtenir le résultat que l'on souhaite obtenir, que ce soit du texte, de la vidéo, etc., etc. Alors, il y a plusieurs critères à respecter dans la rédaction de ce prompt, de cette requête. À savoir, il faut être clair et précis dans la demande. Plus on est clair et précis dans ce qu'on demande au système d'IA générative, au plus on aura des résultats qui seront probants. Contexte pertinent. Fournir des éléments de contexte permet d'affiner également son prompt pour savoir là où le système doit se trouver quand il nous répond. Savoir, je suis dans une classe de troisième secondaire ou en haute école en dernière année, je dois présenter mon TFE, etc., etc. Tous les éléments de contexte qu'il vous semble utile d'intégrer, intégrez-les à votre prompt. Une structure logique, donc c'est pas forcément une feuille de brouillon avec des idées jetées au vol. Organisez bien vos idées avec cette structure logique qui se trame aussi derrière cette requête. Des contraintes explicites en précisant le format. Vous demandez une image et non un texte, vous demandez un QCM et non une fiche de révision, vous demandez différentes choses, à savoir la longueur que le système doit produire. Tous ces éléments-là sont des contraintes explicites qu'il faut formuler à l'IA pour qu'elle les prenne en considération, pour qu'elle vous apporte une réponse la plus claire qui soit. Ça ne se fait pas en une fois. Le prompt, ça va fonctionner aussi par itération. Vous allez faire une première proposition, vous n'obtenez pas un bon résultat, vous allez reformuler une requête qui intègre alors certains aspects auxquels vous n'auriez pas pensé. Donc vous allez répéter le processus jusqu'à obtenir finalement le résultat que vous recherchez au départ. Ça, c'est une petite astuce. Si vous ne savez vraiment pas comment rédiger un prompt, bah, demandez de l'assistance à l'intelligence artificielle. J'aimerais que tu m'aides à construire un prompt qui me permette de générer un quiz à destination d'étudiants de deuxième en haute école, section pharmacie, que sais-je. Eh bien, vous pouvez vous faire aider, évidemment, par l'intelligence artificielle. On avait eu un petit débat aussi par rapport à tout ça. Sachez que aussi le nombre de messages envoyés, le nombre de requêtes envoyées, le nombre de générations consomme de l'énergie. C'est des considérations qu'il faut évidemment avoir en tête. Maintenant, ce n'est pas forcément le débat à l'ordre du jour aujourd'hui. Sachez que je me sens effectivement très coupable d'avoir généré autant de choses pour ce webinaire, mais prenez juste conscience que si vous utilisez des prompts efficaces dès le départ, il y aura potentiellement moins d'itérations et donc vous auriez des résultats qui seront probants dès la première requête. Et là, potentiellement, on consommera un petit peu moins et on se sentira effectivement peut-être un peu moins coupable par rapport à tout ça. Des exemples concrets. Donc, certains outils, pas tous, vous permettent aujourd'hui d'intégrer des documents, des photographies, du texte, des tableurs, des documents très concrets sur lesquels l'intelligence artificielle va pouvoir se baser pour vous formuler sa réponse. Je veux que ma réponse apparaisse dans tel format que je te fournis ici en pièce jointe. Je veux que cette image ressemble à l'image que je te fournis également en pièce jointe. Vous pouvez ajouter ces différents éléments-là. Je pourrais vous faire une petite démonstration tout à l'heure. Hein. C'est simplement ajouter un fichier à partir de votre Drive ou à partir de votre ordinateur. Et bien sûr, il faut veiller à avoir une analyse critique, donc évaluer régulièrement l'efficacité de vos prompts et identifier les éléments à améliorer, ce qui est forcément logique. Si l'intelligence artificielle vous formule un prompt, eh bien, vous n'allez pas simplement le copier-coller comme je vais le faire aujourd'hui, hein, mais vous allez quand même analyser ce que le système vous a proposé. Parce que forcément, ça reste un outil informatique. Il peut se tromper. Il y a des biais qui se trament derrière, fonction de l'outil que vous utiliserez également. Donc, veillez à toujours avoir un regard et porter un regard critique, que ce soit pour vous ou dans l'utilisation que vous feriez de l'IA avec vos propres étudiants. Forcément, ça me semble logique. Alors, c'est bien beau tous ces points d'attention, mais je vais essayer de le développer en ne prenant pas trop de temps par rapport aux 2 heures qui nous intéressent plus particulièrement par rapport à la création de ressources. Mais quand même,
Si je prends l'exemple d'une grille critériée que je voudrais obtenir à l'aide d'un outil d'intelligence artificielle, le bon exemple de prompt serait le suivant. Donc, je souhaite créer une grille critériée pour évaluer la production écrite d'élèves de troisième secondaire sur un récit fantastique, des éléments de contexte. Cette grille doit comporter 4 critères clairs avec 4 niveaux de performance. Là, c'est l'exigence au niveau du format, au niveau de la sortie de ce que je veux obtenir par rapport à l'IA. Les critères doivent concerner la richesse du vocabulaire, la cohérence du récit, la maîtrise des temps verbaux, et le résultat des caractéristiques du genre fantastique. Peux-tu me proposer un modèle précis et détaillé pour cette grille? Là, en l'occurrence, il s'agirait d'un bon prompt. Un mauvais exemple de prompt serait le suivant. Je voudrais évaluer mes élèves en français, fais-moi une grille. Pas d'éléments de contexte, il n'y a pas de structuration au niveau de la requête, c'est brut de décoffrage finalement, et ce qui va être généré ne va pas prendre en considération tous les éléments que vous auriez souhaité intégrer à votre requête de départ. Et donc, vous n'auriez pas une super bonne grille critériée si vous formulez un prompt de cette manière. Donc, pourquoi l'un fonctionne mieux que l'autre? Comme je l'explicitais tout à l'heure, on peut se baser sur les 7 règles d'or pour un prompt efficace. Ces 7 règles d'or, il faut assigner à l'intelligence artificielle un rôle. Je vous ai mis l'exemple ici à droite, ton nouveau rôle est écrivain d'articles. On doit lui assigner une tâche. Ta tâche est de rédiger une instruction. Ton objectif, c'est d'expliquer simplement ce qu'est ChatGPT à des personnes qui ne sont pas informées sur le sujet. Tu dois prendre en considération des éléments de contexte. Le ton que tu vas utiliser est assez neutre, mais reste enthousiaste. Le contexte dans lequel tu crées cette introduction est pour un article qui va expliquer comment générer des prompts efficaces avec ChatGPT. Différentes étapes. Savoir, dans un premier temps, tu expliqueras ce qu'est ChatGPT et dans un deuxième temps, tu feras une phrase d'accroche. La contrainte. Je souhaite que cette introduction ne fasse pas plus de wheeling. Et là, vous allez voir que parfois, l'IA, quelle qu'elle soit, hein, que ce soit Gemini, que ce soit Copilot, que ce soit ChatGPT, ce genre de contraintes, il ne les prend pas en considération dès la première requête. Il va parfois vous produire un texte qui va faire peut-être 16-17 lignes. Et donc, il ne faut pas hésiter non plus à lui redire non, je t'avais demandé explicitement ceci, ceci, ceci. Donc, j'ai envie de dire, rien ne sert d'être forcément poli avec l'intelligence artificielle. Elle ne portera de toute façon aucun jugement sur la manière dont vous allez formuler votre requête. Elle est là pour vous accompagner, et pour vous aider, pas pour vous remplacer non plus. Ça, c'est un autre débat, on pourra y revenir aussi. Mais sachez juste que les contraintes, vous pouvez lui en assigner autant que vous voulez, qui est en lien forcément avec le format. Si vous demandez une grille critériée présentée sous forme de tableau et qu'il vous la présente sous forme de poids, eh bien, vous pouvez encore une fois lui dire non, tu t'es trompé, etc., etc. Donc c'est bien beau, mais encore une fois, le prompt, il faut le créer à partir de tout ça. Alors on avait évoqué la dernière fois plusieurs possibilités. Moi, j'en retiendrai une qui est la plus efficace par rapport à ce qui avait été expliqué. Ce serait de pouvoir utiliser l'intelligence artificielle avec la technique du reverse prompting. Et le reverse prompting, c'est quoi? C'est une technique qui vous permet, en copiant-collant une requête ici, qui a été proposée par le magazine de veille numérique Sidologique, un magazine français. En réalité, vous reprenez ce texte-ci, vous insérez la tâche que vous voulez voir apparaître par rapport à la requête. Donc, imaginons, je veux construire une grille critériée dans le cadre d'un cours de français à destination de. C'est une chose, c'est votre prompt de manière réduite finalement. Vous copiez-collez également tout le reste et vous le soumettez à un outil d'intelligence artificielle, quel qu'il soit, ChatGPT, Copilot, etc. Mais ce que le système va faire, il ne va pas vous proposer le prompt définitif, il va vous poser des questions pour affiner votre demande. Une fois que vous aurez répondu aux différentes questions, ce système va vous permettre d'obtenir le prompt définitif qui prendra en considération alors tous les éléments qui se trouvent au sein de ce pré-prompt. Donc les questions, finalement, elles se retrouvent ici. Assure-toi de couvrir les aspects suivants: objectif spécifique de la tâche, public cible, contrainte ou exigence particulière, niveau de détail souhaité ou tout autre élément de contexte important. Dès que vous aurez fini de remplir ces éléments, il vous proposera le prompt définitif qui vous permettra alors de faire des vidéos ou générer des images, générer une chanson. Voilà, c'est la base. La base, c'est vraiment le prompt. Et à partir de là, alors, on peut vraiment rentrer dans le vif du sujet. Et pour démarrer directement,
je vous propose différents outils qui permettent de générer des images. J'ai épinglé 4 outils qui me semblaient les plus intéressants dans ce qu'ils permettaient de faire assez rapidement et dans un résultat qui est assez probant. Avant, quand je dis avant, ça remonte à il y a un an et demi d'ici, il y avait peut-être 15 outils que je proposais, mais les outils d'intelligence artificielle générative apparaissent et disparaissent de semaine en semaine. C'est assez compliqué de faire de la veille par rapport à ce genre de choses. À tout le moins, ceux qui apparaissent ici, même si Gemini, c'est l'ancêtre, c'est le nouveau Bard finalement, qui appartient à Google. On a ChatGPT, on a Imagine et on a Adobe Firefly. Ce sont des moteurs qui existent presque depuis le début et qui n'ont pas arrêté d'augmenter leur qualité en termes de génération, mais qui ont pu, au fur et à mesure des mois qui ont précédé, intégrer différentes possibilités en dehors de la génération de l'image. Alors, je pourrais parler de ces systèmes pour générer du texte, etc., mais c'est pas le but. Je vais juste vous présenter l'interface de ces différents outils, de manière à ce que vous puissiez voir à quoi ça ressemble et les possibilités alors qu'ils offrent. Je vais commencer par Adobe Firefly. Là, vous voyez que j'arrive sur une interface assez classique, hein, mais vous avez la possibilité ici de pouvoir intégrer votre requête, votre prompt, pour générer ici une image, maintenant une vidéo ou alors une image vectorisée. Ça, c'est une chose. Vous voyez la possibilité de faire du texte à l'image, du texte à la vidéo. Si je me spécifie sur la question de la génération d'images, vous voyez que je peux avoir différentes possibilités. Remplissage génératif, vous avez, imaginons, une photo existante et vous souhaitez voir apparaître un oiseau dans le coin supérieur droit, eh bien, vous tapez comme requête, je souhaiterais voir apparaître un oiseau dans le coin supérieur droit de l'image que je te fournis. C'est à ça que sert cette option remplissage génératif. Du texte à l'image, c'était l'option la plus connue qui existe depuis le début, mais vous voyez qu'on est allé un petit peu plus loin aujourd'hui. Vous voyez qu'on peut transformer des photos existantes pour le faire apparaître d'une manière ou d'une autre. Hops, hops. Je vois qu'il y a un petit message dans le chat. Attendez, Lionel, tes conseils valent-ils pour l'IA dans toutes les langues ou y a-t-il des spécificités en fonction d'une ou l'autre langue? A priori, ça dépend de l'outil, fonction du nombre de langues qui sont reconnues et intégrées par rapport à l'outil. Ici, je sais bien que pour Adobe Firefly préfère les requêtes formulées en anglais pour associer la requête en anglais à une image générée. Par contre, vous allez sur Gemini, vous demandez exactement la même chose, mais en français, vous obtiendrez presque le même résultat finalement. Donc, certains outils permettent de mieux envisager l'ensemble des langues que d'autres sont plus spécifiques. Voilà. Et ça se fait au fur et à mesure du temps, encore une fois. Si on va sur un système comme Eleven Labs, qui permet d'avoir la traduction de sa propre voix en différentes langues, eh bien, il y a quelques mois d'ici, ça ne prenait pas encore en considération, je ne sais pas moi, certaines langues qui n'étaient pas encore intégrées au système. Donc ça, c'est au fur et à mesure du temps, et je suppose que Adobe se mettra aussi à la page par rapport à ce genre de choses. Donc voilà, j'espère avoir répondu à la question de Monsieur Mordant. Je reviens à la présentation. Donc remplissage génératif, de la scène à l'image, développement génératif. Vous voyez, effet de texte, vous avez, je ne sais pas, mon sort du cadre ici, mais vous avez un anniversaire, l'anniversaire de votre enfant, vous voudriez voir apparaître le texte d'une autre manière, ben, ça permet d'avoir la reconnaissance des caractères et de pouvoir y associer alors différentes textures. C'est des possibilités, encore une fois, qu'offre le système ici. Alors, j'ai quand même envie de vous demander, et n'hésitez pas à utiliser le chat, est-ce que vous souhaiteriez générer une image? Si oui, pensez à une thématique et écrivez la thématique simplement dans le chat. Alors j'espère qu'il n'y aura pas de jaloux. Je ne saurais pas toutes les générer. J'aurai un bilan écologique catastrophique à cette fin de journée, donc j'en épinglerai un et on va faire un test en direct. Communiquer et collaborer. Alors, regardez ce que je vais faire, parce que ça va être le principe finalement d'utilisation à la fois de la requête et de l'utilisation de multiples IA pour générer alors l'image. Un set d'icônes pour une présentation PowerPoint.
Bien écoutez, on va prendre le set d'icônes, on peut tenter. Est-ce que vous avez juste une thématique par rapport au set d'icônes? OK. Ah oui, je vois par rapport à la communication. Mmh, je vous propose de faire un truc. On va faire un set d'icônes pour une présentation PowerPoint qui est spécifique à des étudiants de bachelier infirmier. Ça vous va? OK. Alors, ce que je vais faire, je vais aller sur, ChatGPT. J'aurais pu prendre un autre, hein, soyons bien clairs et je vais lui demander de rédiger un prompt. Rédige-moi un prompt qui me permettrait d'obtenir une illustration sous la forme d'icône, dans le cadre. Vous voyez que j'y vais en direct, hein, j'aurais pu vraiment affiner ma demande, hein, c'est vraiment pour le test. Dans le cadre, d'un bachelier infirmier. On va voir ce que ça va donner. Vous voyez qu'il me génère alors, sa petite réponse. Création d'une illustration sous forme de pictogramme, icône vectorielle et purée moderne représentant les principales compétences et domaines abordés dans un bachelier en soins infirmiers. Style clair, cohérent, professionnel, sur fond blanc ou transparent, etc. On va voir. Je vais y aller vraiment grossièrement. Je vais prendre le tout. Je copie, colle. Vous voyez que ça n'apparaît pas directement, mais c'est tout à fait logique. On va voir s'il va me le générer. Parce qu'ici, j'ai formulé, suite à la demande qui avait été formulée ailleurs, je vais la formuler en français, voir s'il prend en compte la langue française et je vais le générer ici. Pendant que ça génère, je vais faire pareil ici. Je peux générer l'illustration ici même. Voilà. Alors, la personne qui avait souhaité obtenir des icônes, est-ce que ce genre de résultat, pourrait éventuellement vous convenir? Et le silence fut donc pas du tout. À tout le moins, ce que je Oui, viens de en vous fait, montrer. je vais Oui, allumer mon micro, ce sera plus simple. oui, 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 pas de Euh, souci. oui, éventuellement, je dirais, est-ce que ce serait possible d'avoir qui génèrent plusieurs fichiers différents par icône et que ce soit déjà vectorisé avec un fond transparent, par exemple, pour être directement intégré, ou est-ce qu'il faut repasser nous-mêmes à la main pour ça, pour les découper, etc. Ah, ça c'est une, excellente question. Sachant que ici j'utilise une version gratuite d'Adobe Firefly, donc qui est limitée au niveau du nombre de générations d'une part et au niveau du nombre d'options disponibles. Parce que ici, j'ai utilisé l'option de base pour générer, comment? Des illustrations sous forme de pictogrammes. Mais je ne pense pas que ce soit au format vectoriel, mais en tout cas, Adobe Firefly, ça fait partie de la suite Adobe. Donc, si vous l'intégrez directement à Photoshop sur le web et que vous avez l'option après pour la transformer en PNG ou ce genre de choses, on peut lui demander d'obtenir le format vecteur, mais en jonglant alors sur d'autres outils. Ok, merci. Voilà. Ou alors en spécifiant vraiment au sein du prompt que ça doit être uniquement composé d'images vectorielles. Voilà, ça peut être ce genre de choses aussi. À Alors, tester, à peut-on investiguer. Voilà, à investiguer. À tout le moins, en tout cas sur, Adobe Firefly, je ne sais pas s'il est possible de le faire directement ici, mais vous avez, les différents modes au niveau des images. Boum, 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 le vecteur, je ne le vois pas où il est. Hops, si on est là, on peut tenter, hein. J'ai J'ai vu en fait sur la droite, au même niveau que les catégories images, vidéo ou autres, je n'ai Oui, pas bien vu, mais donc sur la page précédente, oui, c'est une c'est ce que je catégorie viens à de part, les tester, hein, au vecteurs. niveau des vecteurs. J'ai formulé exactement la même requête pour voir ce qu'il va me générer. Ah, d'accord, je n'avais pas vu, ça a cliqué trop vite pour. Désolé, c'est vrai que Pas de souci. Vous voyez, générer des images vectorielles. Donc, on peut générer un seul sujet ou une seule celle complète, etc. Pendant ce temps,
vous avez vu que j'avais lancé la requête sur ChatGPT, on se retrouve ici avec un autre type d'icône. Voilà. Mais ici, les icônes, si je les enregistre, c'est du PNG et je suis pas sûr. Hop. Non, il y a toujours le fond blanc, mais à tout le moins, ça, c'est des autres systèmes. Si vous utilisez un autre système pour les vectoriser, vous pouvez le faire directement aussi avec d'autres outils d'IA qui permettent de supprimer le fond ou ce genre de choses, hein. Donc, ça peut le faire aussi, comme on dit, hein. Alors, je vois quelques remarques dans le chat. Peut-on lui demander de générer une illustration à partir de photos qu'on lui enverra afin d'obtenir une illu ressemblante, mais avec un rendu de type bande dessinée? Alors, oui, effectivement. C'était tout un temps, si vous vous souvenez, la mode du starter pack. Le starter pack, tout le monde y est allé un peu de sa petite sauce, si j'ai envie de dire. Le problème, c'est que c'est effectivement super gourmand quand tout le monde s'y attelle. Ça, c'est un autre souci. Mais oui, bien sûr, si vous êtes ici sur ChatGPT et que vous voulez générer une image de type bande dessinée sur base d'une photo, il suffit de cliquer sur le plus que vous retrouvez dans l'interface, ajouter des photos et des fichiers. Hop, voilà. Vous me voyez moi, hein, ne prenez pas attention à mes chères photos, mais à tout le moins, vous intégrez la photo et vous lui formulez le fait de pouvoir transformer cette photo en une bande dessinée. Alors, je sais que des enseignants, par exemple en primaire, ont généré leurs photos de classe sous la forme de style Ghibli. On a vu passer énormément ce genre de génération sur les réseaux sociaux. Donc oui, il existe des prompts tout faits par rapport à ceci. Mais si on regarde d'un point de vue pédagogique, ça peut être aussi intéressant de pouvoir transformer des photos d'époque, par exemple, en illustration pour agrémenter vos supports de cours, par exemple, d'une autre manière. Imaginons, vous êtes je sais pas moi, vous êtes étudiant justement en illustration, vous utilisez la poussée d'Archimède, qui n'a rien à voir avec l'illustration, mais vous utilisez la poussée d'Archimède, l'illustration de ce bonhomme qui crierait Eureka, mais dans différents styles pour demander à vos étudiants, bah, tiens, c'est dans quel style qu'a été générée cette image? Ça se rapproche de quel style finalement visuel dans l'illustration, la peinture, ce genre de choses. Ça peut être un usage pédagogique potentiel. Effectivement. Mais on n'est pas dans l'idée du starter pack qui représente une figurine de vous-même. Voilà, c'est pas l'idée ici forcément, quoi. Donc amusant de voir comme les soins infirmiers sont médicalisés, il y a une réponse la plus probable compte tenu de ce qui existe déjà. En effet, c'est un gros souci, c'est que l'IA est génératrice, génère aussi des biais. Et les biais, il faut pouvoir les identifier aussi. C'est des résultats qui sont les plus probables, mais c'est pas pour autant que les résultats sont les plus valables. Voilà. Vaste débat, oui. Je trouve que le rendu est souvent mauvais en ChatGPT. Parfois, on ne se reconnaît même pas. C'est mieux avec Firefly, pas spécialement. Pas spécialement. Ils sont pas encore tous suffisamment au poids. Je vais vous montrer les différentes images que j'ai pu générer pour illustrer ce webinaire. Mais il y a vraiment des grosses différences entre les différents moteurs. C'est-à-dire que ChatGPT va utiliser DALL-E. DALL-E était au départ indépendant de ChatGPT. Et puis, il est venu se greffer au moteur qui a été développé par OpenAI. Adobe Firefly, c'est la suite Adobe. Ils sont restés, somme toute, indépendants par rapport au reste. Et puis, à l'époque, on en parle toujours, on parle de Midjourney. Midjourney, c'est pour ça que je vous le montre pas ici directement, c'est hébergé sur un serveur Discord, donc c'est plus complexe à rejoindre finalement et de pouvoir comprendre l'interface globale. C'est un peu la forme d'un forum informatique où tout le monde, en même temps, va pouvoir générer sa propre illustration annexé avec son prompt et les personnes s'inspirent alors des prompts de l'un et de l'autre pour générer leur propre image. Mais là, on est clairement plus dans la visée de l'illustration. Comment? C'est plutôt viser l'ultra-réalisme plutôt que la bande dessinée, etc., etc. Chacun a sa spécificité. Il y a Leonardo aussi, leonardo.ai, qui vous propose différentes choses. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble, hein. Et Gemini maintenant intègre aussi cette possibilité-là. Donc voilà, je ne vais pas passer sur l'ensemble. Sachez juste que je vous transmettrai un lien vers la présentation. Donc tous les liens sont cliquables et vous pouvez alors directement arriver sur l'interface. Mais je vous montre juste à quoi ça peut aboutir. Ici, je vais mettre en plein écran, ce sera un peu plus parlant.
Ici, j'ai demandé à Adobe Firefly de générer une illustration qui représente ce que serait la poussée d'Archimède. Et voici ce qu'il me génère. On voit qu'il y a des gros problèmes au niveau de la reconnaissance du texte, par exemple, ici sur Adobe Firefly. C'est moins le cas sur ChatGPT, mais il y a quand même encore des problèmes au niveau des caractères. Voilà. Alors, ça, c'est le premier exemple avec Adobe Firefly. Le deuxième exemple, c'est Leonardo.ai. Il génère des résultats qui sont pas mal au niveau justement des caractères. Et c'est dans un autre style parce que c'est encore une fois un autre moteur. Pourtant, j'ai utilisé exactement le même prompt. Le prompt, vous le retrouvez ici en haut. D'accord? Je l'ai directement copié en anglais parce qu'en demandant à ChatGPT de me générer le prompt en spécifiant que ce serait pour Leonardo, par défaut, il l'a traduit en anglais directement. Si j'avais demandé pour Gemini, il aurait potentiellement traduit en français. Donc, je vous montre ça pourquoi? Parce qu'au niveau des interfaces de générateurs d'images de ce type, on retrouve quasi les mêmes ingrédients. Si je reviens sur Adobe Firefly, vous voyez que sur la partie gauche, vous pouvez choisir le modèle. Le modèle, c'est le type de moteur que vous allez utiliser. Un moteur sera plutôt utilisé pour faire de la représentation schématique, un autre moteur pour des illustrations ultra réalistes, d'autres seront plus rapides, et puis il y a forcément tous les moteurs payants. Ici, moi, je n'ai pas de licence pour Adobe Firefly, mais fonction de la licence que vous auriez potentiellement la possibilité d'obtenir d'autres options que celles qui sont disponibles dans la version gratuite. Malheureusement, c'est comme pour tout, et ce qui fait qu'on va choisir plutôt telle intelligence artificielle plutôt qu'une autre si on décide de contracter un abonnement. Et la plupart des outils que je vous présente, ça oscille entre 10 et 30 euros de manière mensuelle. Donc, si à un moment donné, petit clin d'œil, vous avez déjà toute la réflexion de ce pourquoi vous utilisez l'IA, prenez un abonnement d'un mois, et là, vous utilisez l'IA pendant un mois, et puis vous arrêtez l'abonnement parce que vous avez pu générer tout ce que vous souhaitez. Maintenant, voilà, c'est libre à vous de choisir l'outil qui vous correspondra le mieux. Vous avez alors différentes options, hein. Type de contenu, photo, artistique, le style qui peut être associé en noir et blanc, la prise de vue, enfin, les possibilités sont infinies, véritablement. Pareil ici sur Leonardo, vous voyez le type de modèle. On peut augmenter la précision du prompt, comme vous le voyez ici, mais c'est exactement le même que j'ai utilisé tout à l'heure. Vous pouvez choisir le format. C'est le format de diffusion, si ce sera pour être lu sur smartphone, tablette, ordi, ce genre de choses. Le nombre d'images générées, si c'est en mode privé, et là vous voyez que par défaut, ce que j'ai généré au niveau de la poussée d'Archimède, ben, par défaut, ça va être une image qui sera publique. Donc les personnes qui vont faire des recherches dans ce qui a été généré depuis le début au niveau de Leonardo, il y a des risques qu'ils tombent sur ce que j'ai généré parce que je n'ai pas pris la licence. Voilà. C'était à titre illustratif ici que je vous montrais les différences entre les moteurs. Il en va de même ici pour Imagine. Vous voyez, hein, c'est toujours les mêmes idées qui arrivent. Sachant que Leonardo, je ne pense pas qu'il soit possible d'intégrer une photo qui nous appartient pour lui demander de l'agrémenter, contrairement alors à Adobe Firefly ou encore ici Imagine. Vous pouvez le faire aussi avec Gemini, ChatGPT, mais on va pas s'éterniser là-dessus. Et vous voyez qu'ici, justement, j'ai demandé sous la forme d'un autre prompt, de générer quelque chose qui soit en lien avec la poussée d'Archimède. Vous voyez qu'il y a quand même quelques petites erreurs au niveau justement orthographique avec la reconnaissance des caractères, mais là pour le coup, et j'ai essayé de le repousser un peu dans ces retranchements. On dit qu'il faut toujours un méga prompt pour obtenir le. C'est ce que je viens de vous dire finalement. Ben, en fait, ce que je lui ai demandé pour obtenir ceci, je lui ai dit une illustration de ce qu'est la poussée d'Archimède à Gemini. Alors j'ai envie de dire, si on retire les éléments textuels, certains éléments qui ne nous paraissent pas super. Visuellement, sur le plan artistique et pur et dur, avec un simple prompt de cette manière, on obtient ce genre de choses aujourd'hui. Voilà, c'était pour vous illustrer ce qu'il est possible de faire avec les générations d'images. Alors j'avais fait l'exercice également pour comparer. Là, c'était dans le cadre d'une formation que j'avais donnée, non pas sur le torticolis, mais j'avais besoin d'un exemple de ce que pourrait générer l'IA. Et là, c'est des images qui datent d'il y a quelques mois. Ce qui permettait de pouvoir me dire, OK, je vais plutôt choisir telle image plutôt qu'une autre parce qu'elle me semble plus réaliste ou ce genre de choses. Mais voilà à quoi on arrivait à l'époque.
Donc moi, j'avais choisi celle de Leonardo à l'époque. Et encore une fois, hein, j'avais utilisé ChatGPT pour lui demander génère-moi un prompt qui me permettrait d'illustrer ce qu'est un torticolis, et j'aimerais que ce soit le plus fidèle possible, avec des planches anatomiques, etc., etc. Bon, ça c'était pour la génération d'images. On a vu pas mal d'éléments. Maintenant, je vais passer à la génération de vidéos. Je vous propose 4 outils, à savoir HeyGen, Runway, Gemini et InVideo. 4 outils qui ont leurs particularités également. Pourquoi? Je vais passer juste ici. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc, vous arrivez sur une interface telle que celle-ci. En réalité, HeyGen va vous permettre de créer votre propre avatar. C'est-à-dire que vous avez un extrait de 2 minutes 30 de vous en train de faire un exposé. Eh bien, vous pourriez fournir cet extrait à ce moteur pour qu'il fasse de cette vidéo votre clone visuel, avec la manière dont vous bougez, etc., etc. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est que vous pourriez aussi également enregistrer un clone de votre voix. Donc, ce que j'avais fait, je m'étais amusé, je vais le voir à la suite de la présentation, c'est que j'ai créé le clone de ma présentation, de comment j'étais, un clone de ma propre voix, et je me suis dit, bah, tant qu'à faire, je vais générer une image sur le torticolis. Moi, le webinaire que j'ai présenté, comme vous le voyez ici, ça n'a rien à voir avec le torticolis, mais pourtant, j'ai besoin que mon avatar parle de ce qu'est un torticolis, quelles sont les causes éventuelles, etc. Donc, je suis allé sur ChatGPT et consorts. Je lui ai dit, bah voilà, il me faut un script pour une vidéo de 6 minutes qui développerait ce qu'est un torticolis, les causes, les symptômes, etc. J'ai copié-collé ce prompt. J'ai obtenu le résultat. Donc, j'avais le script de ma vidéo. Je suis repassé sur HeyGen. J'ai collé mon script et je lui ai dit, bah voilà, tu utilises ce script et tu fais parler mon clone, enfin mon clone, pas mon clone, mon avatar, avec les mimiques que moi j'aurais avec mon avatar virtuel. Et donc, tu vas me produire ça. Et voilà à quoi je suis arrivé avec ce système-là. Hop. Je vais juste vérifier si vous entendez. Attendez, je vais juste arrêter le partage. Et sachez que je l'ai fait il y a quelques mois d'ici, donc le système a encore pu évoluer par rapport à ça, hein. Alors, premier extrait, c'est la vidéo originale. Fréquemment utilisés, ce sont plutôt les outils qui sont en lien avec la matière plus spécifique, à savoir les quiz en ligne en classe ou des outils collaboratifs. On croirait déjà que la vidéo est un peu fausse parce que le fond vert n'était pas de super qualité. Bon, ça j'en conviens, mais c'est la vidéo originale, avec ma voix originale. Je me suis dit, ouais, on va jouer un petit peu avec le système. Je vais lui demander de me faire apparaître comme un cartoon, voilà, un cartoon des années 90, et je voudrais que ce soit associé à mes traits, la manière dont je parle, etc. Fréquemment utilisés, ce sont plutôt les outils qui sont en lien avec la matière plus spécifique, à savoir Voilà. Bon, je vais peut-être faire une autre les capture. quiz. Voilà. Ça, c'est une première chose. C'est finalement ce qu'on voit avec les filtres sur Instagram, les filtres sur Facebook, sur WhatsApp, etc., etc. Donc, ça fait fort gadget. Je vois pas trop l'intérêt, si ce n'est vous êtes prof d'histoire et vous voulez vous déguiser en un personnage historique, bah, vous pourriez utiliser le système pour faire de courtes capsules vidéo qui illustreraient ce genre de choses. Mais ça reste somme toute très gadget. Ce qui est intéressant, c'est que ça peut permettre de générer de la traduction. Ici, c'est pas l'image, c'est juste de la traduction, mais j'ai utilisé le même système. Hola y bienvenidos a este video donde vamos a hablar sobre la tortícolis. La tortícolis es una contracción dolorosa de los músculos del cuerpo. Alors, ça peut varier en fonction de la langue, hein. Pour les personnes qui maîtrisent la langue, elles pourront se dire, ah ben là, c'est peut-être pas super top, etc. Mais le résultat est somme toute assez intéressant. On peut le faire dans plein de langues, hein. Ici, c'est en allemand. Hallo und willkommen zu diesem Video, in dem wir über Torticolis sprechen werden. Torticolis ist eine schmerzhafte. Voilà. Donc, tant qu'à faire, voici le résultat de mon avatar qui parle en français avec ma voix du torticolis. Je n'ai jamais rien dit, je n'ai pas bougé à ce niveau-là. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler du torticolis. Le torticolis est une contraction douloureuse des muscles du cou qui entraîne une inclinaison ou une rotation de la tête. Cette condition peut survenir soudainement et est souvent causée par une mauvaise posture, un mouvement. Donc voilà pour l'exemple ici, hein.
sachez que pour générer ça, il a fallu une demi-heure pour les 3 vidéos et extraits audio que je viens de vous montrer. Ça peut aboutir aussi à des dérives, sachant que, j'en parlais, si il est juste nécessaire d'avoir 2 minutes 30 d'extrait visuel et 2 minutes 30 d'extrait audio pour générer son avatar et sa fausse voix. Ça veut dire que les étudiants qui seraient avec vous en classe, qui auraient leur smartphone et qui vous filment pendant 2 minutes 30, eh ben, ils pourraient faire, comme je me suis amusé avec moi, faire réciter le corbeau et le renard en mandarin. 乌鸦与狐狸，乌鸦老是栖息在树上，嘴里叼着一块奈落。狐狸 L'intérêt de ceci, c'est que ici vous avez la vidéo et c'est en différé. Soyons bien clairs, vous créez en amont une capsule, mais l'intérêt de ce genre de choses, et là on est plutôt dans les générateurs de son, je pense à un système comme Eleven Labs, qui est, euh, qui est onéreux quand même, disons-le, mais imaginons que vous faites une visio et que vous avez affaire à des étudiants qui ne parlent pas en français et qui parlent en arabe, par exemple, eh bien, vous pouvez utiliser le système d'Eleven Labs pour avoir une traduction instantanée avec votre propre voix dans la langue que parlent vos étudiants. C'est-à-dire que vous, derrière votre ordi, vous parlez en français, mais l'étudiant qui est derrière son ordi vous entend dans sa langue d'origine, en direct, avec une synchronisation labiale. Donc voilà, ça c'est pour la génération vidéo. Donc, ici, vu que je parlais du torticolis, que j'avais l'image de mon torticolis, que j'avais mon avatar, que j'avais le script, je me suis dit, tant qu'à faire, je vais faire ma courte vidéo sur le torticolis avec le remplacement du fond vert, aussi réalisé par IA, pour obtenir ce genre de résultat. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler du torticolis. Le torticolis est une contraction douloureuse des muscles du cou qui entraîne une inclinaison ou une rotation de la tête. Donc, en réalité, vous pouvez clairement automatiser certains contenus à l'aide de l'IA. Alors, je dis pas que c'est bien, je dis pas que c'est pas bien, je dis que c'est une possibilité qu'offrent aujourd'hui les systèmes d'IA générative. Et ce que j'ai généré ici, il y a déjà quelques mois que je l'ai généré. Les résultats, les derniers résultats, en tout cas en termes de génération de vidéos, je ne sais pas si vous les avez vus passer sur les réseaux sociaux. Encore une fois, malheureusement, c'est du détournement et plus humoristique qu'autre chose, avec potentiellement beaucoup de dangers parce qu'il y a des réécritures historiques et j'en passe. Néanmoins, avec les moteurs qui existent aujourd'hui comme VO2, qui est le moteur de Gemini pour générer de la vidéo, on arrive à des résultats qui sont quand même incroyables. Je vais vous montrer 2 exemples après, mais je vais juste d'abord vous montrer d'où on vient et où on en est aujourd'hui. Et là, je vous présente Yann, mon petit garçon, qui a un petit peu grandi, mais qui a servi de base à l'utilisation de tout ça. J'ai utilisé une photo de Yann qui allait manger son donut. Et j'ai demandé à Renouet, qui est un autre système de génération de vidéos, d'animer, de mettre en vidéo cette photo. Donc, en réalité, il n'y a pas 6 mois, il y a plus d'1 an que j'ai généré ceci. Donc, il va juste falloir que vous ayez ça en tête pour la mise à jour des données. Donc, il y a 1 an et demi, voici ce que ça a donné. Donc, Yann, il a changé de visage, les briques de parement ne sont plus les mêmes, il a 6 doigts, et puis 4, et puis 2. Donc, c'était pas encore super top. Et puis, on ne savait pas trop ce qu'il faisait avec son donut qui a eu 4 yeux, finalement, à la place des 2. Et puis, un peu plus tard, j'ai relancé la même requête, à savoir juste animer la photo. Déjà beaucoup plus rapide, mais c'est quand même encore saccadé. Il y a un peu plus de respect de la photo d'origine, mais c'est pas encore super top. Et puis, un peu plus tard, je fais exactement la même requête. Et là, on voit que l'IA, elle prend un peu plus de liberté. Elle fait manger le donut à mon enfant. Et là, les mains sont un peu plus respectées, encore une fois. Il y a moins, il y a plus de problèmes de j'ai 6 doigts, j'ai 2 mains, etc. Voilà. Et puis, un peu plus tard, la plus récente, encore plus de liberté dans la génération de la vidéo. Toujours pour la même consigne. Alors, je vous montre ça. Ici, c'était l'exemple de mon enfant, mais on peut arriver alors à des résultats comme ceci. Ici, c'est l'exemple de la poussée d'Archimède. Vous voyez que j'ai demandé à ce que Gemini me propose un prompt très cohérent, très poussé, très détaillé de ce que pourrait être la poussée d'Archimède dans le but d'en faire une vidéo. Ici, les vidéos sont limitées à 8 secondes. Hein. Vous voyez que sur base de ce prompt, voici ce que j'obtiens.
Je ne sais pas s'il y a des spécialistes parmi vous de la poussée d'Archimède. À tout le moins, ma collègue Léa, qui est en face de moi, qui prendra la parole tout à l'heure, pourra en parler justement. Mais donc ça, c'est une possibilité qu'offre le moteur VO2 de Gemini, qui appartient donc à Google aujourd'hui. Comment on fait pour accéder à ce système? C'est une solution qui sera payante, mais au bout d'un mois. Donc, il y a une espèce de réduction pour le moment, c'est-à-dire que vous avez un mois gratuit et puis après, ça passe à un forfait de 20 € par mois. Et je vous montre juste l'interface. Donc, vous êtes sur Gemini, mais là, vous avez la possibilité de demander à Gemini de générer une vidéo. Vous copiez-collez votre prompt. Moi, vous voyez que j'en ai déjà généré 2 aujourd'hui, donc c'est limité à 3 vidéos de 8 secondes. Mais vous avez la possibilité aussi, plus tard, tel que je voudrais que ça fonctionne, c'est d'intégrer des images sur lesquelles il pourrait se baser pour réaliser des vidéos. Voilà, ça c'est une possibilité que pourrait offrir Gemini à la suite. Alors, je reviens juste ici. Toujours, mais là c'est plus une vidéo humoristique de Archimède qui découvre la poussée d'Archimède et qui crie Eureka. Là, on ne l'entendra pas crier Eureka malheureusement parce que le son n'est pas encore intégré, mais ça peut donner lieu à ce genre de vidéo. Donc c'est uniquement ce prompt qui a permis de générer cette vidéo. Donc prise en compte d'autres personnages, éléments de contexte, etc., etc. On peut changer le format. Si c'est un format qui est sur smartphone, eh bien on utilisera alors un autre prompt pour générer ce genre de vidéo. Vous avez sûrement entendu les nouvelles. On explore la magie de la flottabilité aujourd'hui. Quand on met un objet dans l'eau, il déplace une partie du liquide. Le principe d'Archimède dit que la poussée vers le haut, ou force de flottabilité, est égale au poids du liquide déplacé. C'est pour ça que les bateaux, même très lourds, flottent et que les pierres, même légères, coulent. Simple mais puissant, n'est-ce pas? Restez curieux. Donc voilà encore un autre exemple de génération de vidéos. Ici, ça a été généré encore une fois par VO2. Et on se retrouve alors avec différentes possibilités que je viens de vous présenter pour générer de courtes capsules vidéo. Comment générer son script, comment générer les plans. Tout ça est paramétrable au sein de ces outils. Il en existe bien d'autres, hein, mais à tout le moins, c'est une bonne base pour se lancer dans l'aventure de la génération de vidéos pédagogiques en lien avec vos cours. Alors, j'en viens maintenant. J'évoquais Eleven Labs, hein, je ne vais pas trop en parler non plus puisqu'on vient de l'évoquer ici. Je vais vous parler de Suno. Alors, j'aurais besoin, encore une fois, d'une thématique que vous souhaiteriez entendre sous la forme d'une chanson. Alors, n'hésitez pas, vous pouvez utiliser le chat sans problème. Ça peut vraiment aller dans tous les sens, hein, je vous le dis. La démographie. Eh bien, on va faire une chanson sur la démographie. Pour ce faire, je vais changer un peu de moteur, hein. Je vais utiliser Gemini. J'aimerais que tu m'écrives une chanson. Je vais regarder. Oui, super. Ah, la formation de la voix passive en néerlandais. On va pouvoir le faire après. Quoique, non, on va d'abord faire la démographie. Chanson sur la démographie. Donc, là, je le laisse travailler. Je passe toujours l'étape du regard critique de, etc. Vous l'aurez compris, je prends tout pour argent comptant ici, hein, mais normalement, vous devriez repasser dans ce qu'il vous génère pour être le plus adéquat possible par rapport à la matière, hein. Donc, quand il aura fini de générer, ben voilà, je reprends tout ce qu'il a généré, je le copie, et là, je vais aller sur un système qui s'appelle Suno. Hein, je vais aller sur Create, excusez mon pauvre accent anglais, hein, mais je copie-colle les paroles ici. Je choisis le style. Ici, on a de préprogrammés. On va mettre, allez, chanson française. J'y arriverai, chanson française. Il y a plusieurs options, hein, évidemment. La démographie, c'est son nom.
et je vais la créer. J'espère qu'il me reste juste des crédits. Oui, c'est parti. Alors, peut-être que ça peut sembler gadget, parce que vous voyez que dans les extraits que j'ai déjà générés, eh bien, j'ai généré des chansons pour l'institutrice maternelle de mon enfant. Donc voilà, c'est une possibilité qu'offre l'outil. Et l'autre possibilité, c'est que si vous avez des étudiants qui ont peine à maîtriser certains concepts et qui par ailleurs ont vraiment du mal avec la compréhension des éléments parce que c'est abordé d'une manière qui ne leur convient pas, peut-être que sous la forme d'une chanson, ça leur permettrait d'appréhender un peu différemment certains éléments de la matière. Et là, ça pourrait servir aussi d'instrument de révision potentiellement. Et pendant que je parle ici, ben, la chanson a été déjà réalisée. Donc on va l'écouter. Dans le grand livre du monde, une histoire se dessine, celle des humains qui naissent, qui vivent et puis déclinent sur cette terre qui tourne en balai incessant. C'est la danse de la vie, le flux démographique grandissant. Démographie, amour, qui nous éclaire sur les peuples qui grandissent et ceux qui disparaissent. Naissance et décès, migration sans fin. Un tableau complexe du début à la fin. Des villages d'antan aux mégalopoles d'aujourd'hui, la population s'étend, changeant notre vie. Les jeunes qui arrivent, les anciens qui nous quittent, chaque chiffre raconte une part. Une question, est-ce que c'est possible dans d'autres langues telles que l'anglais, le néerlandais, etc. Je n'en ai aucune idée sur Suno. Je n'ai jamais exploré la possibilité de le réaliser en anglais, en tout cas les chansons. Parce que ici, c'est un système qui est spécifique à la génération de chansons. Si vous allez sur un système tel que Eleven Labs ou sur d'autres systèmes, là, vous pourrez générer. Ma collègue me dit effectivement que ça peut dépendre de la langue dans laquelle on met son prompt. Donc, si vous voulez, on peut faire un essai en direct de cette manière-là. Ça va pouvoir, on va pouvoir le tester. Ah, hop. En anglais. Je voudrais chanson. Finalement, on fait un mélange de fou au niveau des langues, hein. Vous m'avez demandé la formation de la voix passive en néerlandais, chanter en anglais. Donc oui, ça va être un fameux défi, on va le tester directement. Hop. Hein, donc je copie-colle ce qui a été généré sur Suno, sur Gemini. Je change les lyrics ici. Je retire le style chanson française et je vais le laisser choisir. Ouais. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'habitude de tester différents outils d'IA, mais moi, ce qui me saute aux yeux à chaque fois, ce qui me frappe vraiment, c'est aujourd'hui la rapidité avec laquelle les systèmes génèrent les réponses. Je trouve qu'il y a eu énormément de progrès par rapport à tout ça. Et ici, si je vois, ça s'appelle toujours la démographie parce que j'ai pas changé le titre, vous l'aurez compris. On va voir ce que ça donne. Listen closely, friends, to this melody I bring. It's about the passive voice, a grammatical thing. On peut tous lever les bras et faire une chorégraphie. C'est parfait, c'est fantastique. The object takes the lead, fulfilling a new need. Word in or sign, the key to form it right. The past participle, shining ever bright. Ce qui est problématique, vous l'aurez compris, c'est que ici la chanson elle a été générée en anglais, mais la prise en considération des éléments du contexte qui font que normalement on aurait dû entendre des sons en néerlandais,
n'a pas été prise en considération. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme s'il y avait une seule langue possible, et voilà, c'est peut-être une limite du système que j'identifie aujourd'hui en direct. Donc voilà. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à présent par rapport à ce que je viens de vous montrer au niveau de la génération vidéo, images, musique, audio, etc. Allez-y, hein, c'est vraiment le moment. Je lis plusieurs questions, en effet. A-t-on réglé le problème du droit d'auteur? Moi, j'ai envie de dire toujours pas. Toujours pas, parce que en utilisant en plus différents systèmes, et je reviens toujours à la même conclusion, c'est que déjà, que ce soit le RGPD ou les règles de diffusion de telle ou telle génération d'images ou de vidéos, si on utilise tel système, c'est hébergé aux États-Unis, d'autres systèmes sont hébergés ailleurs et chacun y va finalement de sa propre politique. Donc, au niveau du droit d'auteur, ce serait super chouette si quelqu'un dans l'Assemblée avait un contact juriste qui puisse nous répondre à ce niveau-là. Parce que la question est déjà ressortie plus d'une fois et il n'y a pas encore de réponse claire que j'ai pu, en tout cas de mon côté, obtenir pour vous apporter une réponse suffisamment adéquate. Donc, je préfère ne pas trop m'avancer par rapport à ces questions-là parce que je n'en ai pas les compétences, je dois bien vous avouer. Voilà, alors je continue. Il n'y a pas encore d'outils pour créer des chorégraphies, vous voulez dire? Ou c'est moi qui me trompe? Parce que, en tout cas, oui, mais ça pourrait être intéressant aussi. Vous êtes prof de danse, vous utilisez un système comme ChatGPT. Si à un moment donné, vous vous dites que vous souhaiteriez générer une chorégraphie dans le cadre d'un cours dédié à la salsa, que sais-je, et que vous avez besoin d'une illustration vidéo, pourquoi pas, à un moment donné? Si vous générez suivez juste le raisonnement, parce que c'est comme ça c'est à ce à quoi je voulais arriver finalement. La petite vidéo que je vous montrais sur le torticolis où c'est moi qui parlais, etc., vous pourriez très bien imaginer de générer le même suivi, à savoir vous générez une image ultra réaliste, hein. Cette image-là, vous demandez à un système de génération de vidéos de se baser sur celle-ci pour que votre illustration puisse danser la salsa. Puis après, vous transformez, vous itérez par rapport à votre prompt et finalement, vous obtenez un résultat qui serait potentiellement utilisable dans le cadre d'un cours de danse. Donc, ça pourrait le faire en tout cas. En tout cas, à ce niveau-là, oui, ça pourrait être intéressant. Alors, pour Suno, non, c'est pas payant, mais vous pouvez générer jusqu'à X chansons par mois. Encore une fois, c'est limité au niveau des crédits. Alors, je ne sais pas si c'est limité au niveau des crédits mensuels ou si c'est limité au nombre de chansons générées. Donc, si c'est au niveau du nombre de chansons générées, bah, vous en supprimez X et vous réobtenez alors les X supprimés pour en régénérer d'autres. Maintenant, si c'est mensuel, bah, il faut attendre chaque mois, vous aurez de nouveau 10 chansons possibles à générer. Voilà. Ah oui, et forcément, ça oui, impossible d'utiliser une musique connue à cause des droits d'auteur. Là, pour le coup, oui, évidemment. Imaginons que vous avez une chanson que vous adorez, mais vous voulez changer les paroles euh, pour parler de la formation de la voix passive. Eh bien là, vous ne pourriez pas le faire parce que, comment? C'est la version instrumentale qui est soumise à la question des droits d'auteur et il faudrait alors extraire les paroles de la chanson existante, obtenir uniquement la piste musicale et Suno ne prend pas en considération les pistes musicales de départ. Donc voilà. On pourrait demander, imaginons, un clone de la chanson de David Bowie, une telle, en lui disant je veux changer le texte, mais tu gardes la rythmique. On pourrait aller très loin dans la création du prompt pour se rapprocher au plus de ce qu'aurait produit l'artiste en changeant ses paroles, mais pas directement au sein de Suno. Alors, quel est l'outil de génération de vidéos plus pertinent pour créer un mini dessin animé basé sur un scénario humoristique? Pas besoin de son, mais juste des bulles. Il y a possibilité aujourd'hui avec Gemini de le faire, mais Gemini ne peut générer pour le moment que des vidéos de 8 secondes. Mais si vous utilisez plusieurs vidéos de 8 secondes, ils intègrent l'outil Flow, qui est un autre système associé à VO2, donc de Gemini, Google, etc., pour pouvoir obtenir une table de montage sur laquelle vous pourriez intégrer les différentes bulles et que le système prenne en compte
les bulles dans l'animation des personnages, si vous voulez. Donc, si les personnages bougent, eh ben, les bulles suivraient le mouvement. Donc voilà, ça c'est une possibilité qu'offre le système. Ouais. Mais voilà, il faut des prompts très costauds pour ce genre de choses. Voilà, l'idéal serait de générer les différentes cases de la BD par un autre système de génération d'images pour ensuite le faire passer dans un système qui animerait l'image tel que celui que j'ai utilisé alors pour animer la photo de mon enfant. Vous allez sur Runway, vous avez généré une image avec un autre système tel que ChatGPT ou autre et vous demandez alors à Runway d'animer sur base de votre prompt en disant bah, tel caractère doit lever la main, tel autre doit avancer de telle manière. Donc ça, c'est une possibilité aussi. Alors, peut-on lui coller un PowerPoint, un Word par exemple, et lui demander de créer une chanson à partir du contenu? Eh bien, écoutez, on va le faire en direct pour être sûr que ça fonctionne et que je ne dise pas de bêtises, mais on va voir, c'est une conversation. J'ajoute un fichier. Je vais faire celui des ressources sur la poussée d'Archimède. Je vais lui dire, sur base de ce document, j'aimerais que tu composes une chanson. Donc là, il demande un petit instant, mais oui, en effet, il le fait. Donc ça fonctionne. Je ne vais pas vous faire le coup de réécouter une chanson à propos de la poussée d'Archimède maintenant, hein. Je crois que vous ferez votre propre playlist au sortir du webinaire. Mais à tout le moins, oui, effectivement, comme on peut le voir, ça fonctionne. Et ce document, pour vous montrer à quoi il ressemble, hein, comme ça, on est bien sûr. Hop. C'est un simple PDF qui lui-même a été généré par une IA qui elle-même a été alimentée par des sources que je lui ai fournies. Je lui ai simplement dit, là on rentre clairement dans le contenu, les ressources pédagogiques. Je lui ai demandé alors d'avoir un contenu de cours qui traiterait de la poussée d'Archimède. Et pour ce faire, je lui ai donné le programme du CEGEC, ce programme pour un cours de secondaire. Je lui ai donné d'autres référentiels où on traitait de la poussée d'Archimède, des documents qui me semblaient importants, et je lui ai demandé alors de générer du contenu de cours sur base de ces différents documents. Et là, il m'a généré effectivement 14 pages qui traitent de la poussée d'Archimède. Et suivez mon raisonnement, alors ces 14 pages, eh bien, je vais pouvoir les découper en plusieurs parties en me disant, bah, telle partie, pour l'introduction de la force d'Archimède, etc., eh bien, je vais avoir besoin d'une illustration. Donc, je vais me servir de ce contenu pour demander à un système de générer un prompt qui me permettra d'obtenir une illustration de ce paragraphe. Et vous avez compris, hein, si un autre extrait de ce document m'intéresse pour faire passer un quiz à mes étudiants, on va le voir juste après à comment on génère des quiz, ce genre de choses, eh bien, je vais pouvoir utiliser cette partie et lui dire, bah, tu vas me générer un quiz adapté à tel profil, dans tel cours, pour que les étudiants puissent s'entraîner, réviser. D'accord? Donc, ça va nous servir, encore une fois, de base. Alors, j'en étais où? Parce que je digresse un petit peu, mais ici, donc, on a la chanson, c'est possible de le faire. Je reviens donc à la présentation. Hop là. Je vais un petit peu vite, mais ce qui me permet, de ce fait-là, d'arriver à la partie consacrée vraiment à l'enseignement. On a vu génération image, génération vidéo, génération de son, on a vu les liens qu'on pouvait faire avec les cours, etc. Maintenant, ce qui peut être aussi intéressant pour vous, c'est d'utiliser l'outil Gamma. Alors, Gamma, c'est encore un autre système. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Alors, pour la génération d'images et probablement de vidéos, il faut faire attention à la reproduction des biais. Évidemment, comme tous les outils, encore une fois, ça dépend de comment ils ont été entraînés, par quelles données, par quels mécanismes. Et donc, il y a certains systèmes aujourd'hui qui vous permettent, je pense à NotebookLM, hein, par exemple, qui sera uniquement associé aux données que vous lui transmettez. Donc, il ne va pas aller chercher d'autres informations que ce que vous lui donnez. Maintenant, si les informations que vous donnez sont elles-mêmes remplies de biais, bah, voilà, vous aurez les résultats que vous obtiendrez aussi. Mais voilà, il faut vraiment, encore une fois, faire attention. On parlait de la création de chatbots pédagogiques lors de la dernière séance. Un chatbot pédagogique personnalisé
pour lequel vous limiteriez ses connaissances aux connaissances que vous lui donnez, que ce soit des PowerPoint, que ce soit des présentations PDF, etc., eh bien, il faut vraiment veiller à ce que ce soit uniquement calibré sur ces documents-là et pas basé sur une recherche web ou sur une recherche dans sa propre base de connaissances. Parce que là, effectivement, ça risque de reproduire des biais. Vous allez demander à générer une image d'un anniversaire qui se passe à Paris ou une image d'un anniversaire qui se passe dans le Bronx, eh bien vous allez avoir toute la reproduction des biais qui se retrouvent par rapport à ça. Voilà. Qu'est-ce qu'un avocat ou une avocate généré par le système à l'époque, il y a quelques mois d'ici, il y avait plein de biais qui en découlaient. Encore une fois, tous les stéréotypes apparaissaient au travers des illustrations qui étaient générées. Et aujourd'hui, on commence à voir les biais diminuer au fur et à mesure, mais c'est encore loin d'être le cas. Il faut vraiment faire attention à ça. J'en reviens juste ici à Gamma. Alors Gamma, c'est un système qui vous permet de générer des présentations de type PowerPoint, sans avoir besoin de maîtriser tout ce qui concerne l'animation ou l'agencement des différentes idées qu'on doit réaliser normalement de manière classique sur PowerPoint. Donc pour ce faire, on arrive sur une interface telle qu'elle est présentée ici, et on peut créer alors, à partir de l'intelligence artificielle, des présentations. Moi, ce que je vais faire, c'est pas coller le texte, parce que vous pouvez partir de vos propres notes pour que le système vous génère directement une présentation sur base de vos notes et uniquement vos notes. Nous, ce qu'on va faire, c'est le générer directement par l'intelligence artificielle à partir d'un prompt. Alors, ce que je souhaite faire, c'est que je souhaite réaliser. On va reprendre la poussée d'Archimède. Hein. Non, 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 c'est pas ça que je vais prendre. Rappelez-moi, je vais juste regarder dans le chat. Alors. Ah. Une présentation à propos de Ops. La voix passive en néerlandais. Je veux qu'il s'agisse d'une présentation, mais vous pouvez aussi générer une page web. Vous pouvez générer un document, donc type ressources pour les élèves à distribuer directement, ou alors une publication sur les réseaux sociaux. Nous, ce qu'on va faire, c'est réaliser une présentation à propos de la voix passive en néerlandais, et on va choisir le nombre de cartes, le nombre de diapositives qui sera établi. On peut aller jusqu'à 60 cartes. Bon, on va le faire en 50 cartes. Le format, je vais choisir le format par défaut, classique. Moi, je vais prendre un format classique. Je peux choisir la langue. Là, il y en a toute une série. Comme on le disait, ça dépend du système. Tout ce que je vais faire, c'est générer un plan. Je suis peut-être allé un peu fort hein, sur les 50. Donc, pendant qu'il travaille, je vais vous montrer juste un autre truc. Hop. C'est par là où je voulais aller. Ah, quelqu'un lève la main? Oui, je vous en prie. Oui, tant qu'on parle de Gamma, une question que je me posais, si par exemple je lui demande de générer tout un cours sur base de toutes mes notes, Oui. ou même sur base déjà d'un cours que j'ai mais que je voudrais remodeler entre guillemets, Oui. il va me le générer. Si après j'ai envie de lui redemander de me régénérer une autre présentation cette fois-ci, sur un autre thème, mais que je voudrais qu'il me fasse exactement la même template que la première, pour que ce soit tous des cours. En gros, si j'ai envie de commencer à créer mes cours les uns après les autres, mais je ne vais pas le faire tout en un coup, mais que je voudrais que la charte graphique soit la même à chaque fois. Est-ce que je peux lui demander de me refaire je ne sais pas moi, imaginons, je fais un cours sur la voix passive en néerlandais, Oui. et que la semaine d'après, je veux faire un cours sur la poussée d'Archimède, mais Oui. que je veux que les deux cours aient exactement la même tête esthétiquement parlant, quoi. Oui. Est-ce que c'est faisable? Tout à fait. Tout à fait. Je vais Et vous on fait montrer comment ça? Oui, Ok. je vais vous montrer. Vous avez ici donc tout ce qui a été généré, d'accord? Hop, je génère. Je vais rouvrir un onglet comme ça, je vais le faire travailler un petit peu plus.
Donc imaginons, hein, je refais exactement la même histoire, sauf que là je vais mettre 5 cartes, ça ira plus vite. Génère le plan. Hop, de l'autre côté. Voilà, ici en réalité on a le plan avec les différentes cartes qui vont constituer notre présentation. Mais en dessous, vous voyez que vous avez différents thèmes. Et si vous avez sélectionné un thème au départ, les thèmes ont leur propre nom. Et là, vous pouvez choisir alors de réutiliser tel thème par rapport à une autre présentation. Donc, c'est uniquement par rapport à la bibliothèque ici. Maintenant, si vous avez personnalisé une thématique préexistante et que vous souhaitez l'agrémenter avec des éléments de vos propres templates, la version Pro vous permet aussi d'utiliser vos propres templates pour régénérer alors d'autres diaporamas à la suite. Vous me suivez? Ah oui, mais donc pour ça, il faut avoir la version pro alors. Et du coup, on peut réutiliser les thèmes qu'on aurait personnalisés. Tout à fait, tout à fait. Parce que là, Ok. pour le coup, vous pourriez alors soit dupliquer la présentation que vous avez au départ pour repartir du modèle parce que vous auriez enregistré alors le template au sein de la première présentation. Donc là, c'est effectivement possible. D'accord. Ok. Voilà. Merci. Bah, avec plaisir. Je vous montre les autres possibilités. Donc là, c'est ce que le système m'a généré sur base de ma requête. Donc, une présentation sur la formation de la voix passive en néerlandais. Le thème, je l'ai choisi. Au niveau du contenu, je peux choisir si le texte qui sera contenu au sein des cartes sera plus ou moins long. Si, si on décide ou non d'intégrer des images qui seraient générées par IA au sein de notre présentation, on peut choisir notre modèle. Donc voilà, il y en a plein, hein, comme vous voyez, et ils vous mettent des exemples de ce à quoi peuvent ressembler les illustrations. Voilà, donc ça, c'est vraiment à vous de voir. Vous voyez que certains outils sont mariés à d'autres. Je vous parlais alors de Leonardo, bah, ici, on voit qu'il est intégré. Voilà. On va utiliser Fluxfast 1.1 et on va générer les 5 cartes. Alors, Le ici, temps que ça génère. Ouais. Oui, dites-moi. Non, j'allais dire le temps que ça génère, je me permettais juste une autre question. Est-ce qu'il y a aussi moyen dans Gamma, parce que c'est une solution que je regardais depuis quelques jours et que je trouvais assez complète, mais est-ce que ça permet aussi dans notre présentation d'aller faire des animations? Par exemple, je sais pas moi, le fait que, par exemple, là, sur la slide qui est en train de se faire, le 1, 2, 3, 4 apparaissent l'un après l'autre. Enfin, vraiment comme dans un PowerPoint, d'aller faire des animations pour rendre la présentation dynamique. C'est la limite de l'exercice, malheureusement. En termes d'animation, soit vous utilisez directement Gamma pour présenter, et là on va voir ce que ça donne. Quand vous utilisez la présentation directement sur Gamma, que vous faites des transitions, vous pouvez voir apparaître au fur et à mesure les éléments, et là vous pouvez les calibrer. D'accord? Mais si vous l'exportez en format PowerPoint, par exemple, classique, les animations ne seront pas associées. Il faudra les recalibrer alors de manière manuelle. Ah oui, mais donc c'est pas figé, on peut quand même aller rajouter des animations. Oui. Mais au sein alors de Gamma et version Pro. En version gratuite, je ne sais pas si c'est possible. Oui, oui, mais excusez-moi, on peut le télécharger en PowerPoint, mais quand on télécharge en PowerPoint, les animations ne sont pas présentes, quoi. Il faut les faire manuellement. Ouais. Alors, Ok. je sais, il existe aussi la possibilité sur Gamma d'ajouter des cartes par rapport à ce qui a été proposé. Donc, pour ce faire, on ajoute une carte avec l'IA. Et là, de nouveau, hein, on peut ajouter différents prompts. Et sur base de ce prompt, le système va nous proposer encore une fois une autre carte qui va venir se glisser entre les deux. Et là, encore, tout est paramétrable. Ici, on propose verbe auxiliaire. Bon, je vais faire verbe auxiliaire. Et je laisse la magie opérer comme Gamma le suggère. Donc là, quand je lui demande d'ajouter une DIA, il va prendre en considération le contexte global qui entoure la requête que je lui formule. Et donc, on me fait apparaître ceci. On peut évidemment changer les illustrations générées
Vous voyez, hein, améliorer la rédaction, allonger le texte, ajouter des éléments visuels, ajouter une image, remplacer les images. Et on peut discuter de de cette production avec l'intelligence artificielle intégrée elle-même à Gamma. Qu'est-ce que tu proposerais comme contenu complémentaire à la présentation que je viens de te fournir? Pourquoi, comment, etc., etc. Donc ça, c'est un premier outil que je trouvais intéressant à vous présenter parce qu'il est assez accessible et ça permet justement de ne pas trop s'inquiéter quand on ne maîtrise pas forcément les compétences de logiciels de présentation tels que PowerPoint, au moins de partir d'une base. Et cette base-là, elle est somme toute très, très cohérente par rapport à tout. Alors, je vous ai montré que c'était généré par IA ici, mais comme on en parlait, vous pouvez très bien importer aussi un de vos fichiers pour lui demander d'améliorer le visuel de votre fichier ou d'améliorer le contenu texte de votre fichier aussi. Ou alors, simplement, sur base de notes que vous avez, qui sont des notes brutes, et bien là, il va vous proposer une trame et une présentation. Donc voilà, ça c'était pour Gamma. Je vais encore vous présenter deux outils et je laisserai la parole à ma collègue Léa qui vous parlera de trois autres outils. Si je ne dis pas de bêtises, je pense que c'est trois, oui. Et je vais commencer par NotebookLM. Alors, pourquoi NotebookLM? En réalité, parce que NotebookLM, comme je vous le disais, va uniquement se calibrer sur les données que vous lui fournissez. Alors, je ne vais pas aller sur ce navigateur-là parce que je ne suis pas connecté avec dessus. Donc, je vais aller sur ici. Hop. Je vais créer un notebook. J'importe une source. La source que je vais importer, c'est ceci. Ressources poussées Archimède. Comment est-ce que j'ai obtenu cette ressource? J'aurais très bien pu avoir à ma disposition plein de ressources concernant la poussée d'Archimède. En l'occurrence, j'en ai pas, mais imaginons que je sois expert de la poussée d'Archimède et que je n'ai pas le temps de faire le tri dans tout ce que j'ai. Je vais utiliser un système tel que Gemini et je vais utiliser une autre option qu'il me propose. Alors, la fonction que j'ai utilisée ici dans Gemini, c'est la fonction Deep Research. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai donné des documents à Gemini. Je lui ai dit, écoute, le contexte, c'est ça. C'est la poussée d'Archimède. Ça se fait dans une classe de telle personne. C'est dans le cadre du programme du CEGEC. Il y a ceci, ceci, ceci. Et j'avais un document de référence, mais je lui ai dit, maintenant, tu vas faire une recherche profonde, sourcée, sur la thématique de la poussée d'Archimède en lien avec les documents que je te donne. Et tu vas m'écrire tout le contenu matière dont j'aurai besoin pour faire mon cours. Donc, c'est comme ça que j'ai obtenu ce fameux fichier PDF de 14 pages qui contient alors l'entièreté de ces éléments. Maintenant, à partir de là, si je reviens sur NotebookLM et que je lui glisse cette ressource, je peux lui demander d'en générer une carte mentale. C'est une première chose. Je peux lui demander de générer un résumé audio. Je ne sais plus si je l'avais fait la dernière fois, mais à tout le moins, vous pouvez créer un podcast sur le contenu matière que j'ai donné ici. D'accord? Mais sur cette base-là, vous pouvez également lui demander, ici vous voyez à la carte interactive qui recense alors tous les points qui sont évoqués au sein du document que je lui ai fourni, sans aller voir ailleurs. Et bien là, ça permettrait aussi à l'étudiant de pouvoir faire l'une ou l'autre révision par rapport à telle ou telle thématique ou d'avoir une vue globale du cours. Donc ça, c'est une première chose. Mais vous pouvez aussi lui demander directement de générer un quiz, par exemple, ou un document de synthèse par rapport à tout ce que vous lui avez fourni. Ou imaginons que, je pense l'avoir dit aussi la dernière fois, mais je le répète ici, vous pouvez générer des documents à destination de vos élèves, mais vous pouvez aussi revoir vos propres grilles critériées, imaginons. Vous avez une grille critériée, vous avez un nouveau référentiel de compétences sur lequel vous devez vous calquer par rapport à votre grille, eh bien, vous pourriez demander à un système tel que NotebookLM de prendre en considération la grille existante, le nouveau référentiel, et de vous suggérer alors différentes pistes pour améliorer votre grille d'évaluation, par exemple, votre grille critériée. Donc voilà, ça, c'est un système qui permet énormément de choses, tant en tant qu'enseignant sur le plan de la recherche, sur le plan du croisement entre les différentes données, sur le plan voilà, de la génération d'idées potentielles pour d'autres cours, mais ça a un double usage aussi,
Parce que imaginons que vous êtes à la recherche d'un outil de révision à destination de vos étudiants et que ça ne vous poserait pas potentiellement de problème de partager un notebook qui contient différentes ressources que vous partageriez à vos étudiants, à partir desquels vous pourriez les inviter à faire de la révision sur base des documents que vous lui avez donnés. Et vous savez qu'à 2 heures du matin, si un étudiant se pose la question de savoir c'est quoi tel concept associé à la poussée d'Archimède, j'ai besoin d'avoir une explication claire, eh bien, il utiliserait votre notebook LM pour aller questionner les documents que vous lui avez fournis pour que eux-mêmes lui apportent une réponse claire qui soit adaptée et sourcée par rapport au contenu. Donc voilà. Ça, à titre personnel en tout cas, et sur le plan de la recherche, je trouve que c'est un outil qui est vraiment merveilleux si on s'en saisit correctement par rapport à ça, et qui permet d'éviter justement les potentiels biais qu'on peut retrouver au sein des autres IA tels que Gemini, etc. Parce que malgré tout, si vous dites à Gemini ou ChatGPT d'être uniquement associé à vos ressources, si vous lui posez et si vous le contraignez à dire tu dois uniquement te calquer sur ce domaine-là, il y a de fortes chances malgré tout que ChatGPT et les autres vous apportent d'autres réponses qui n'aient rien à voir. Donc voilà, ça c'est une chose. Excusez-moi. Alors, de nouveau, est-ce qu'il y a des questions jusqu'à présent? C'est la bonne nouvelle pour le moment, c'est que Notebook LM est disponible gratuitement. Il est juste nécessaire d'avoir une adresse Gmail pour pouvoir obtenir les services de Notebook LM. Mais vous tapez Notebook LM sur Google et vous l'avez directement. Ou alors, c'est que la règle a changé. Mais ici, normalement, c'est toujours disponible gratuitement. Il y a une version payante, mais la version payante vous permet juste de pouvoir générer plusieurs podcasts audio sur base des documents. Dans la version gratuite, c'est un podcast audio. L'autre différence avec la version payante, c'est que ici, dans la version gratuite, vous avez la possibilité d'ajouter 50 sources. Dans la version payante, vous pouvez en ajouter plus. Voilà, vous avez des possibilités de stockage en lien avec le Drive, en lien avec différentes choses, mais il n'y a pas vraiment de grosse différence entre la version gratuite et la version payante, pour le moment en tout cas. Voilà. Oui, je vois qu'une personne lève la main. Oui, je voulais juste voir finalement quelle était la différence entre Gemini et ChatGPT. Dans quel cas est-ce qu'on utilise l'un et dans quel cas est-ce qu'on utilise l'autre au final? Oh, Gemini, on le retrouve dans nos smartphones aujourd'hui par défaut si on est équipé d'Android. Ça, c'est une première chose. Maintenant, Gemini, c'est Google. ChatGPT, c'est OpenAI. Donc, au niveau de par rapport au même prompt, l'un va générer des réponses qui seront plus ou moins fouillées par rapport à la thématique traitée, et inversement. J'ai envie de dire, on utilisera ChatGPT pour X raisons et Gemini pour X autres. Moi, je sais que Gemini, je l'utilise pour sa fonction Deep Research. ChatGPT, là aussi, là, je vais vous montrer. Hops. Mais dans la version Pro ici, par contre. Hops. Outils, lancer une recherche approfondie. Là, en réalité, je trouve, à titre personnel, que la fonction Deep Research de Gemini est plus en adéquation que celle de ChatGPT. Maintenant, ça dépend du domaine de recherche et ça dépend du navigateur sur lequel ils vont se baser pour obtenir les résultats web de la requête. Donc, voilà, c'est difficile à dire. C'est vraiment en fonction de l'utilisation qu'on en fait, au fur et à mesure de l'avoir testé, qu'on peut se dire, ah ben, je vais plutôt choisir l'un par rapport à l'autre, par rapport au contenu pédagogique ou par rapport à d'autres choses. Moi, je préfère les illustrations qui sont générées avec Gemini aujourd'hui que celles qui sont générées par ChatGPT. Voilà. Mais c'est une question de sensibilité. Je les trouve plus fines sur Gemini que ChatGPT. Il y a moyen d'aller un peu plus loin avec Gemini parce qu'il se fait contraindre un peu plus que ChatGPT. Voilà, si je dois résumer en tout cas mon expérience personnelle. Super, merci. Avec plaisir. Et alors, je terminerai par la présentation des outils par un dernier qui s'appelle Knowledge.
Mais Notebook LM, j'y reviendrai encore une fois lors du prochain webinaire parce que c'est vraiment pour moi devenu un incontournable. Et vous avez remarqué que c'est chaque fois des allers-retours entre les moteurs généralistes et les moteurs génératifs qui permettent des trucs, des choses plus spécifiques finalement. Donc ici, Knowledge, c'est encore un autre système qui vous permet d'utiliser différentes sources, que ce soit vos présentations, mais aussi des documents que vous retrouvez sur le net. Ici, j'ai pris une vidéo YouTube de C'est pas sorcier qui concerne la poussée d'Archimède. Et j'ai demandé au système de générer carrément un cours, mais un cours avec différents contenus, vous allez voir. Donc voici mon cours tout en un. Je n'ai fait que copier-coller l'URL de la vidéo YouTube au sein de Knowledge. Et en fait, Knowledge me propose ici, d'une part, une vidéo interactive. Alors, je vais juste couper le son. Voilà, ici. Vous voyez que la vidéo interactive, elle est agrémentée par différents points qu'on retrouve au fur et à mesure de la vidéo. Lorsqu'on y arrive, hop, on voit apparaître différents points sur lesquels on peut cliquer. Et alors là, on a la définition de ce dont Jamy ici est en train de parler. Donc, c'est des vidéos interactives qui peuvent être intéressantes avec un quiz ici à la fin, comme on le voit avec la petite icône. Voilà, on peut tester ses connaissances, etc., etc. On a un quiz qui a été généré sur base de la vidéo. Quiz avec différentes questions, forcément. Ces différentes questions, vous pouvez évidemment les éditer pour transformer les items. Vous avez aussi toute la transcription de la vidéo. Ici, j'ai indiqué au système qu'il fallait pas remettre toute la transcription, mais juste l'exemple. Le glossaire avec les mots-clés, un résumé, des cartes avec la définition, comme les flashcards en effet. Voilà. Glisser-déposer au niveau du mot, etc. Donc c'est assez sympa, mais ce qu'il y a d'encore plus sympa, et il y a une version payante, encore une fois, la version gratuite ne permet de générer qu'un seul cours tout en un de cette manière-là. Le truc sympa, c'est qu'on peut l'exporter directement au format exploitable et hébergé sur Moodle. Donc, vous obtenez un lien, vous pouvez avoir le package SCORM qui est rendu dispo sur Moodle, et comme ça, eh bien, vous avez la possibilité de copier-coller et rendre accessible directement à vos étudiants l'ensemble du package avec la vidéo, le quiz, vous obtenez les réponses de l'étudiant, etc., etc. Tout ça avec un simple URL. Voilà. Alors, dernière fois que je vous demande ici, avant de passer la parole à ma collègue, est-ce que vous avez des questions? Ah, j'en vois une. Notebook LM, super outil, mais outil Google, serveur hébergé aux USA et donc délicat RGPD. Copilot Studio est-il aussi compétent? Alors, à titre personnel, non. Oh non, 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 non. Copilot Studio, il est sympa, mais il n'est pas encore pour moi super entraîné à ce niveau-là. Il apporte vraiment que ce soit des illustrations ou dans les réponses, je trouve que c'est très basique. En tout cas, pour avoir testé la création d'un chatbot par Copilot avec le même prompt en regard de Gemini et en regard de ChatGPT, je trouve qu'il occuperait la 3e place, mais certainement pas la première. Voilà. Mais c'est un avis, encore une fois, on peut en discuter. Voilà, je ne sais pas si quelqu'un d'autre veut réagir, sinon j'arrête le partage de mon écran et je laisse ma collègue prendre la parole. Et t'as ton micro? Non. Et j'éteins mon micro et Et ta parole. Bonsoir à tous. Voilà. J'espère que tout le monde est toujours présent. Moi, je vais vous présenter maintenant 3 outils. Donc, vous avez pu les voir juste en dessous de la dia. Parce que moi, je vais partager directement mon écran, mes recherches Internet. Je vais mettre ma caméra aussi, ce sera plus sympa. Voilà. Je vais vous présenter 3 outils qui reprennent un ensemble de fonctionnalités qui sont vraiment propres à l'enseignement. Et donc, dans ces outils-là, on va retrouver diverses IA, en fait, qui sont reprises dans un seul outil. Et donc, à la place de, justement, comme Lionel vient de le montrer, jongler vraiment différentes IA, les outils que je vais vous présenter ici permettent vraiment de ne pas forcément devoir jongler entre ces différentes IA. Et donc, c'est vraiment pour faciliter l'utilisation des IA. Donc, j'espère qu'on voit bien mon écran. Je pense que oui. Alors, donc je vais commencer par Magic School. Donc, Magic School,
donc on l'entend déjà dans son nom, il est vraiment dédié à l'enseignement et il propose un ensemble de fonctionnalités. Elles sont vraiment énormes. Si je descends ici, si je fais défiler, vous pouvez voir qu'il y en a, à mon avis, plus de 50. Et donc, moi, je vais vous présenter quelques-unes qui me semblent les plus pertinentes et celles que j'utilise le plus souvent parce que je suis également enseignante et donc j'utilise souvent ces outils-là. Et donc, on a la possibilité ici, par les petites étoiles, de les mettre en favoris. Donc, ça permet de ne pas devoir aller rechercher après dans toutes les fonctionnalités qui sont proposées. Alors, tout d'abord, elle permet de générer des plans de leçons. Alors, je ne vais pas aller dans le détail pour ce qui est des plans de cours parce que le dernier webinaire est principalement consacré aux plans de cours. Mais en tout cas, ce que je voulais juste vous montrer, c'est que ici, sur Magic School, ce qui est super pratique, c'est que les prompts sont prédéfinis et sont guidés. Et donc, ça permet vraiment d'avoir plus facile. Et si vous avez difficile justement avec cette génération de prompts, c'est vraiment quelque chose qui est facilité. Donc, c'est français, donc il faut sélectionner l'année en fonction, par rapport à la France. Mais donc, pour les hautes écoles, c'est à partir de l'année 1. Et donc, vous pouvez sélectionner ici l'année dans laquelle vous enseignez. Et puis, vous pouvez soit lui donner votre prompt en l'écrivant, ou alors, ce que je trouve assez pratique, c'est, voilà, vous pouvez lui donner des ressources. Et donc là, typiquement, on peut lui donner s'il y a un programme qu'il faut respecter, si vous avez un ancien cours, ou si vous avez 2 anciens cours que vous souhaiteriez associer, vous pouvez vraiment faire un ensemble de combinaisons. Et donc, vous pouvez lui ajouter des critères supplémentaires si vous voulez, par exemple, que le plan de cours soit donné sur 10 séances de 2 heures, vous pouvez lui indiquer. Et donc, très vite et très rapidement, il ne faut même pas attendre 3 minutes, il va générer le plan très, très rapidement. Donc, moi, je vais le faire très rapidement, comme on a beaucoup parlé de la poussée d'Archimède. Si je lui demande tout simplement de me générer le plan de cours sur la poussée d'Archimède, oui, il fait très souvent ça. Il faut des fois réessayer et normalement, la deuxième fois. Voilà. Donc, si vous testez chez vous, là pour le moment, si vous avez la même chose que moi, il faut le mettre à jour et le recommencer. Je ne sais pas pourquoi, ça fait plusieurs mois qu'il bloque au premier essai. Et donc, ici, bah, on est d'accord que mon prompt était très basique et donc il a été assez général, mais très rapidement, en même pas 1 minute, il m'a généré des points clés, des ouvertures, donc par quoi est-ce que je pourrais débuter mon cours, des pratiques guidées, des pratiques plus indépendantes, et puis il me génère la clôture, comment est-ce que je peux clôturer mon cours, comment est-ce que je peux aller plus loin, qu'est-ce que je peux donner comme devoir. Et donc ici, très rapidement, à partir de 3 mots, il me génère un plan de cours assez rapidement, mais comme je l'ai dit, je ne vais pas aller dans le détail pour ne pas gâcher le webinaire suivant. Alors, ce qui permet aussi de faire, c'est générer des quiz. Pourquoi je ne sais plus cliquer sur rien? Oula. J'ai un problème. Je vais arrêter et recommencer. Bah, pourquoi ça ne va plus? Ah, non, voilà. Il avait sélectionné. Voilà. Donc, je peux également générer des quiz. Donc, je ne sais pas si là, on va faire plutôt dans l'autre sens. Je vais plutôt vous demander un niveau, un nombre de questions et me donner une thématique qui est plutôt générale. Moi, je suis prof de sciences, donc à chaque fois, on voit qu'il l'a retenu. Il me propose que des éléments par rapport aux sciences. Donc, il me parle de la mitose. Mais alors, je ne sais pas. J'attends de voir si
Sinon, je vais faire sur la grammaire en néerlandais, parce que j'ai vu qu'il y avait des profs de néerlandais. Je vais mettre année 2. On va lui faire générer sa question. Alors. Donc ici, de nouveau, très rapidement, donc il me génère. Alors moi, je n'y connais rien au néerlandais, donc je ne vais pas savoir juger de la pertinence des questions, mais en tout cas, moi, pour ce que je l'ai testé, très souvent, c'est très pertinent. Et il propose d'ailleurs même dans les QCM des propositions auxquelles des fois on ne pense pas. Et il permet même des fois d'induire en erreur. Il propose, je trouve, des propositions assez pertinentes. Ici, je ne vais pas vraiment savoir juger de la pertinence de ces propositions, mais donc il propose très rapidement un ensemble de questions. Il donne les réponses en dessous. On a la possibilité d'aller modifier dans le questionnaire si on veut changer, si j'ai envie de changer cette réponse-ci, par exemple, je sais très rapidement aller la changer. Je peux enregistrer. Et alors, l'avantage, c'est que je peux directement copier et aller recoller dans mon document assez rapidement sans devoir faire trop de manipulation. Et donc, en tout cas, sa fonctionnalité quiz est assez bien ficelée. Et donc, ce qu'il permet aussi également, c'est donc soit je mets mathématiques en général, mais je peux également aller prendre un de mes PDF et directement lui mettre un de mes PDF et qui me génère un ensemble de questions. Donc vous pourriez très facilement mettre votre cours et qu'il vous génère des questions par rapport à votre cours. C'est assez facilement faisable. Alors, on peut également générer des images. Je ne l'ai jamais testé, mais donc on voit que évidemment il utilise une autre IA. Donc c'est juste, ça permet à l'interface d'avoir toutes les IA sur une seule interface. Je vois ici pour les profs de langue, il permet aussi de générer des listes de vocabulaire. Donc pareil, si je mets 10, si je mets alors des idées de vocabulaire sur quoi est-ce que je pourrais demander le thème de la ferme. En anglais. Si je lui demande de me générer ça. Donc il génère. Ah oui, donc c'est plutôt. Je pensais que c'était une traduction telle quelle, mais c'est plutôt une explication donc du terme et puis une explication du terme en français. Donc il met bien le mot en anglais et puis il le traduit en français. Et donc ici, pareil, on voit à chaque fois qu'on a la possibilité de modifier et puis de directement copier, ce qui permet vraiment directement de récupérer ce que l'IA produit et aller le placer dans un document. Et donc ici, vous pouvez voir qu'il y a vraiment un ensemble de fonctionnalités où je ne vais pas passer dedans. Il faut vraiment que vous preniez le temps d'aller scruter un peu toutes les fonctionnalités qu'il propose pour aller voir celles qui vous semblent les plus intéressantes selon vos besoins à vous et selon vos envies aussi d'utilisation d'IA. Ou pas. Alors, avant de passer à la seconde IA, je vais peut-être voir s'il y a des questions. Alors, peut-on exporter ces quiz? Bah, je ne pense pas. Il faut passer par le copier-coller. C'est pas possible d'exporter. Si je retourne dans les quiz. Et ce qu'il ne fait pas non plus, c'est que vous avez remarqué que il faut peut-être que j'aille voir dans historique, mais il me semble que, étant donné que... Ah si, c'est nouveau ça. Avant, on n'avait pas d'historique, donc toutes les données qui étaient... Oui, donc on voit, toutes mes anciennes recherches, je ne peux plus y accéder parce que je n'ai pas, j'ai Magic School gratuit. Mais donc c'est nouveau, maintenant on peut accéder ici aux dernières, mais on peut
on peut donc on peut même pas aller les remodifier. Donc on peut accéder à un aperçu des demandes, mais on ne peut pas aller comme dans ChatGPT où il mémorise tout. Ici, je ne peux pas aller remodifier mes demandes. Et donc, une fois que je quitte ma page, entre guillemets, c'est perdu. Enfin, je ne sais pas les remodifier dedans. Et donc, ça, on voit qu'il mémorise les 4 dernières recherches où je peux aller encore les revoir, mais après, il faut passer à la version payante pour pouvoir avoir accès à toutes ces données. Et donc, il faut que j'aille revoir dans exporter, mais pour moi, il faut copier-coller. Il n'y a pas moyen de directement les exporter. Et donc, année 1, bac 1, oui, ça, je pense que c'est comme ça. WooFlash, oui, c'est ce que j'allais justement le montrer aussi. WooFlash ne permet pas, par exemple, de créer un plan de cours, mais WooFlash permet également de créer des quiz, des QCM, ça c'est sûr. Et on va voir qu'il permet même de créer différentes questions, pas seulement que des quiz. Mais si vous voulez, par exemple, il y a également le chatbot personnalisé. Ça, c'est des éléments que WooFlash ne permet pas. Mais ici, il est vraiment plus général. Il permet ici aussi, par exemple, de générer des grilles d'évaluation. Si vous avez, vous pouvez de nouveau sélectionner votre année, sélectionner l'échelle de points et on vous demande de décrire le devoir, de personnaliser la grille si vous le voulez, si vous citez vos objectifs et très rapidement, il va créer une grille d'évaluation. Et donc, c'est une IA qui est spécialisée là pour la grille d'évaluation. Et donc, ici, c'est beaucoup plus large que WooFlash où on va voir que WooFlash est vraiment spécialisé sur les questions en tant que telles. Alors, donc, comme on parle de WooFlash, on va passer à WooFlash. Alors, WooFlash, il est directement lié à WooClap. Donc, si vous ne connaissez pas WooFlash et que vous connaissez WooClap, franchement, c'est super intéressant de s'intéresser à WooFlash parce que WooFlash est gratuit, contrairement à WooClap qui n'est pas gratuit, sauf si l'établissement scolaire le propose. Mais WooFlash est complètement gratuit et pourtant, je trouve qu'il a des fonctionnalités qui sont beaucoup plus élaborées que WooClap. Et donc, tout ce qui est travaillé dans WooFlash ou dans WooClap est transposable de l'un à l'autre. Donc ça, c'est assez pratique. Et donc, WooFlash, il permet de créer, comme on l'a dit, un ensemble de questions. Donc, c'est un outil que j'utilise beaucoup dans mes cours. Et donc, j'ai créé ici différents cours. On voit qu'il y a un cours par unité. Et quand on va dans ce cours-là, on voit que WooFlash permet de créer un ensemble de questions. Alors, soit je peux créer les questions moi-même, mais évidemment, ce n'est pas ce qui va nous intéresser ici. Ce qui nous intéresse plus particulièrement, c'est de générer ici des questions avec l'IA. Et donc, WooFlash permet de générer des questions avec l'IA sur base de soit un document qu'on lui fournit, un texte, qu'on lui fournit aussi, une thématique, donc vous pouvez de nouveau sélectionner la thématique, le contenu et de nouveau sélectionner. Ici, le niveau, il est moins spécifique, il faut être un peu plus, c'est plus vague. Vous pouvez aussi directement insérer un lien YouTube, un lien plus général, ou alors même un audio. Donc, si vous avez un podcast de votre cours, vous pouvez directement lui intégrer ce podcast-là. Et puis, à partir de ça, vous allez pouvoir lui faire générer un ensemble de questions qui peuvent être, ici, on le voit, alors différentes. On peut lui faire générer des questions à choix multiples. Donc, vous pouvez choisir le nombre de réponses correctes. Vous pouvez choisir la réponse fausse. Vous pouvez faire des questions ouvertes. Alors moi, vous voyez qu'il n'est pas sélectionné, je ne le sélectionne jamais parce que je trouve que c'est difficile pour l'étudiant après de s'évaluer. En fait, si vous mettez questions ouvertes, la réponse que vous allez lui mettre comme bonne réponse, il va avoir du mal à cibler si ce que l'étudiant répond est juste ou faux. Moi, ce que je fais plus, c'est des textes à trous. Malgré ça, voilà, moi, j'ai des élèves dans le secondaire, donc quand ils se trompent, ils font une faute d'orthographe, même si le terme scientifique est le bon, évidemment, WooFlash, il va lui dire que c'est faux. Donc, c'est pour ça que je fais pas de questions ouvertes. Maintenant, dans le supérieur, je pense que les questions ouvertes peuvent être envisageables.
On peut également faire des associations, donc c'est associer un terme à une définition ou associer deux termes l'un avec l'autre. Et on peut également faire des flashcards. Et donc, assez rapidement, on peut lui demander de générer le contenu. Et donc, on voit que très rapidement, ici, il l'avait en mémoire, je pense, parce que d'habitude, il prend un peu plus de temps. Il me génère des contenus. Et donc, comme tout à l'heure, je peux aller modifier dans ma question. Je peux soit supprimer la question ici si je décide que je ne la trouve pas pertinente, ou je peux aller modifier les réponses, aller modifier, supprimer une réponse possible, par exemple, ou ajouter une proposition manuellement. Ça m'est déjà arrivé d'avoir des propositions, c'est rare, mais d'avoir des propositions que je trouvais vraiment absurdes et ça n'apportait rien. Donc, soit je la supprime et je la change, ou alors je la supprime simplement. Et donc, pour ce qui est ici de QCM, et puis si... Donc, je dois l'ajouter à mon cours une fois que je vais voir. Donc, une fois qu'elles sont ajoutées, vous voyez que vous les retrouvez ici. Et même là, elles sont toujours modifiables. Donc, même une fois que vous avez ajouté les questions à votre cours, elles sont toujours modifiables. Vous pouvez toujours les supprimer et vous pouvez toujours aller modifier dedans. Donc, ça, c'est pas mal. Alors, ça permet aussi de générer un feedback. Ça, malheureusement... Ah si, il peut... Maintenant, c'est nouveau. L'IA génère carrément un feedback, on va voir. Voilà, un feedback assez... ça, c'est nouveau, c'est vraiment super récent. Je ne l'avais pas encore vu. Et donc, ça fait, à mon avis, moins de 2 semaines. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle parce que pour chaque question, l'IA va pouvoir générer un feedback. Donc, ça, c'est un temps gagné énorme. Et on le sait bien qu'avoir un feedback directement permet vraiment à l'étudiant d'assimiler mieux la matière. Donc, ça, c'est super aussi. Alors... donc, on peut également faire des textes à trous. Donc, ici, même chose, vous pouvez aller modifier partout là où vous le voulez. Vous pouvez... Ah, mais voilà. Donc, il ne génère pas de feedback. Il génère seulement des feedbacks pour les QCM. Voilà. Ici, on voit que pour la question ouverte, on ne peut pas générer de feedback. Là, il faut l'écrire manuellement. Voilà. On gagne déjà un peu de temps, mais pas encore sur tout. Et donc ici, c'est les questions d'association. Donc, on voit aussi que vous pouvez ajouter des propositions, vous pouvez en supprimer. Et donc, pareil, là, le feedback, il faut le rajouter manuellement. Et donc, ça, c'est l'ensemble des questions que l'IA peut générer. Mais ce qui est génial avec WooFlash, c'est qu'il peut générer aussi beaucoup d'autres questions, alors qui ne sont pas possibles de générer avec l'IA. Mais moi, ce que je fais, c'est que je génère un ensemble de questions. Vous voyez ici, j'ai généré toute une série de QCM et j'ai ajouté une question moi-même. Donc, à la place de créer 11 questions, j'en ai créé une, mais mes élèves en ont 11. J'ai créé une question moi-même, où là, on peut, par exemple, aller annoter un schéma. Et donc, il y a vraiment des fonctionnalités qui sont assez diversifiées. On peut avoir des calculs en maths, on peut avoir des textes à trous, on peut classer, donc faire un classement chronologique par exemple. Et donc, il y a vraiment un ensemble de fonctionnalités qui sont possibles. Et le dernier élément qui est également possible sur WooFlash, c'est que je peux voir le résultat de mes élèves. Donc, je peux aller voir... Voilà. Je peux aller voir ici au-dessus, vous avez le nom des élèves que je vais cacher rapidement. Donc, vous pouvez aller voir pour chaque élève, je vois les élèves qui ont réalisé les exercices, les élèves qui l'ont réalisé plusieurs fois. Donc, je vois qu'ici, elle a fait 4 essais, 4 bonnes réponses. Alors, je vois qu'ici, il y en a qui ne l'ont pas fait. Je vois qu'il y en a qui ont plus de mal. Et donc, ça me permet vraiment d'avoir une vue d'ensemble. Alors, moi, c'est un outil d'entraînement chez eux, donc c'est pas obligatoire. Donc, je vais rarement voir. Maintenant, je vais pouvoir situer les élèves qui ont travaillé chez eux. Et en réunion de parents, je peux montrer ça aux parents aussi. Et c'est toujours assez parlant pour eux. Ils voient directement si l'enfant travaille ou pas. Et ce que ça permet aussi, par exemple, ici, voilà, je prends cette question-ci. Je vois que pour l'ensemble de mes élèves, elle a été souvent très mal perçu. Enfin, quand c'est très rouge comme ça, oui, donc 5 essais, 5 mauvaises réponses. Et donc, c'est une question, par exemple, que je peux refaire en classe et retravailler avec eux. Et ça, c'est vraiment un outil qui me permet... Enfin, voilà, c'est
aussi de l'IA, alors qu'on n'utilise pas directement, mais l'IA qui est là derrière me permet de faire de la remédiation. Et donc, c'est vraiment un outil super complet. Et les élèves l'adorent parce qu'il permet aussi, eux, de voir leur avancement. Il leur donne directement leur taux de réussite et il leur donne le taux d'ancrage. Donc ça, très vite, ils vont se rendre compte que même s'ils font une fois l'exercice, ils ne vont pas avoir ancré la matière à 100%. Et donc, ça leur permet de comprendre qu'il faut refaire plusieurs fois les exercices pour comprendre. Donc ça, c'est pour WooClap. Et donc, vous pouvez directement, c'est comme je vous disais tout à l'heure, ici, donc c'est pas ça que je voulais montrer, importer des questions. Et donc, vous pouvez importer depuis un fichier, depuis une liste et depuis WooClap. Donc, si vous avez fait un WooClap en classe et que vous souhaitez réutiliser ce WooClap et le mettre dans WooFlash, vous pouvez directement le mettre ici. Donc, vous n'avez pas à faire 2 fois le travail. Et c'est pareil dans WooClap. Si vous voulez réutiliser vos questions créées sur WooFlash, vous pouvez directement les reprendre dans WooClap. Et vous pouvez également insérer des fichiers déjà créés, donc un modèle Excel par exemple, il vous permet de générer les questions directement. Mais par contre, ce qu'il ne permet pas, donc il vous permet d'importer, mais il ne vous permet pas d'exporter. Donc je pense qu'ils ont fait un choix stratégique de vouloir garder tout ce qui est créé sur WooFlash sur WooFlash. Et donc vous êtes obligé de diriger vos étudiants sur WooFlash, mais c'est très facile. Donc vous pouvez le partager de 3 manières différentes. Vous pouvez le partager ici directement sur Teams ou sur Classroom. Et donc, il y a un QR code. Vous pouvez directement donner le code à vos étudiants. Donc, ils tapent WooFlash et puis ils mettent rejoindre un cours. Et puis, s'ils mettent ce code-là, ils arriveront directement sur votre cours ou tout simplement avec un lien. Donc, voilà, ça, c'est un peu... vous n'allez pas savoir l'exporter sur Moodle, par exemple. Alors, je vais avoir les questions. Peut-on modifier les couleurs? C'est le néon pour les daltoniens. Les couleurs de quoi? Le vert et là? Les couleurs des... Ah! Non, ça, je pense pas. Je n'ai jamais... Non, je pense pas qu'on peut modifier les couleurs, ça, malheureusement. Je n'ai pas de... Enfin, j'ai jamais cherché, il faut peut-être chercher, mais vous pouvez télécharger sur Excel, donc peut-être que, voilà, je vais voir sur Excel, peut-être que sur Excel, ça paraîtra... Oui, bah, c'est des chiffres partout sur Excel, mais moi, je trouve ça plus parlant avec les couleurs, mais voilà, vous savez le télécharger sur Excel. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? On peut exporter? Ouais. Ah ok, bah, je ne savais pas. Par contre, si on s'est importé depuis Moodle à connexion, c'est possible. Ah oui, ok. Bah, si quelqu'un veut expliquer comment on importe depuis Moodle sur Moodle pour en faire profiter à tout le monde, il peut, si ça intéresse d'autres personnes, parce que moi, je n'ai pas Moodle, donc je ne l'ai jamais fait. Mais si c'est possible, c'est génial. Je ne sais pas si ça intéresse quelqu'un de savoir comment est-ce qu'on peut exporter sur Moodle. Non. On va passer très rapidement parce que je vois qu'il reste presque pas de temps, mais je vais vous montrer, donc vous pourrez aller le creuser vous-même, mais EdCafé, qui est très semblable à Magic School, et il permet également de générer un ensemble de ressources pédagogiques. Et donc on voit qu'il permet aussi de générer des diapositives, tout comme Gamma. J'ai fait un test ici rapidement, donc on voit voilà à quoi ça peut ressembler. C'est très basique, hein, c'est pas dans la... Mais si on manque un peu de temps, très rapidement, il peut faire un PowerPoint sur base. Ici, moi, j'avais mis un PDF, et donc sur base d'un PDF, très rapidement, il génère une présentation. On peut faire des flashcards très rapidement aussi.
sur base de documents aussi. On peut faire un chatbot et donc là, vous pouvez lui donner un ensemble d'informations, je pense, au prof de langue. Je pense que c'est très intéressant. Vous lui demandez de parler que en néerlandais, vous donnez ce chatbot à vos étudiants. Je pense que pour s'entraîner, ça peut être super intéressant. Et donc, il a aussi plusieurs fonctionnalités en termes de vraiment création pédagogique qui sont intéressantes. Mais je ne vais pas m'éterniser là-dessus, étant donné qu'il est 19h et que je pense que tout le monde a faim. Et je vais juste laisser mon collègue clôturer ce webinaire. Je vais arrêter le partage d'écran. Voilà, je vais activer le son. Et voilà, je suis de retour aussi. Je n'étais pas parti, j'étais juste en face de Léa, hein, soyons bien clairs. Mais voilà, je tiens en tout cas à vous remercier au nom de nous deux pour votre présence et votre nombre aujourd'hui pour ce second webinaire consacré à différents outils d'IA finalement qui peuvent nous aider au quotidien dans la construction de nos cours respectifs. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Et qu'on aura l'occasion de se retrouver alors la semaine prochaine pour parler alors de la génération de manière un peu plus fine de plans de cours, les questions d'évaluation également. On peut aller un peu plus loin dans les différentes thématiques qu'on a envisagées lors même de ces 2 précédents webinaires. Donc, on vous attend nombreux et on se réjouit déjà de vous voir. Et je vous tiens au courant alors pour la diffusion de la vidéo. Ne vous tracassez pas, vous obtiendrez ça assez rapidement. Voilà. Merci beaucoup à tout le monde et à bientôt.